tous et à toutes. Je suis donc Nathalie Poupard, présidente de la section MGEN sur le département de la Dordogne, et je vais très rapidement introduire notre réunion de ce soir. Tout d'abord, un grand merci à chacun et chacune d'entre vous, donc les participants à la table ronde et les adhérents MGEN qui ont fait le choix de participer à distance à notre conférence. Cette année encore, la situation sanitaire nous oblige à une conférence à distance. On n'a pas eu la possibilité d'organiser quelque chose en présentiel, mais on essaie de s'organiser en conséquence. J'en profite pour remercier sincèrement l'IUT de Périgueux qui nous accueille pour mettre à disposition son matériel, et particulièrement Benoît Jamet, le directeur. Et je remercie également Marie-Pierre Blanc qui est avec nous pour sa contribution à cette soirée. S'agissant plus spécifiquement de notre rencontre, on a fait le choix collectivement avec les élus de la section MGEN d'évoquer un thème qui nous projette un peu vers l'avenir, qui soit plutôt une thématique positive suite à la crise sanitaire et aux 15 derniers mois qu'on vient de traverser. Et on a donc fait le choix d'aborder la question du lien entre notre alimentation et notre santé avec l'intitulé « Manger bio, manger local, quelle plus-value pour notre santé ?» Je ne vais pas aller plus en avant dans cette thématique parce que M. Plot, l'animateur de la réunion, va tout de suite présenter nos intervenants et leur donner la parole. Je voulais juste indiquer que ce temps, c'est avant tout un temps d'échange entre nous, un temps d'échange entre les militants de la MGEN, avec nos partenaires aussi, avec nos adhérents. Et vous qui êtes présents ce soir, donc les partenaires qui ont bien accepté de venir partager cette table ronde avec nous, vous allez partager vos connaissances, vos témoignages, et je vous en remercie très sincèrement. La MGEN, ce n'est pas qu'une mutuelle santé, c'est aussi une organisation qui se penche sur les questions de société. Et l'alimentation, qu'elle soit de type individuel ou de type collectif, c'est effectivement une question de société. Et nous avons souhaité informer nos adhérents, mettre en lumière un certain nombre de pratiques. Vous allez le voir au travers notamment de témoignages avec des chefs d'établissement et puis d'autres témoignages sur des pratiques dans notre département qui sont tout à fait intéressantes. Les adhérents qui sont présents à la table ronde ont la possibilité de poser des questions. Alors, compte tenu des contraintes techniques, il n'y aura pas d'intervention en direct, mais un fil de discussion qui peut être utilisé pour poser des questions. Et nous nous en ferons le relais. Voilà, je laisse la parole à Monsieur Plot pour l'animation de la soirée et je vous remercie à toutes et à tous. Merci Nathalie Poupard. Donc, manger bio, manger local, quelle plus-value pour la santé, c'est bien un thème d'actualité parce que quand les historiens de l'alimentation, dans quelques années, parleront de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, ils verront toute une période où, effectivement, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une insuffisance alimentaire, où, effectivement, il y avait une pénurie. Il y a eu des efforts, effectivement, pour arriver à l'autosuffisance alimentaire. Et à partir des années 80-90, en fait, on a vu un grand virage où on a vu une certaine convergence entre les préoccupations de santé publique, d'alimentation et d'environnement. Et aujourd'hui, on est complètement dans cette période-là. Et donc, je disais, ce n'est pas un hasard si, effectivement, la question qui nous est posée ce soir pour échanger ensemble, c'est bien cette question-là. Alors, on aura un petit peu moins de 2 heures pour échanger, donc en présentiel et à distance. On va commencer, comme disait Nathalie Poupard, par un premier tour où chaque participant de la table ronde va se présenter. Il y en a 3 en présence. Enfin, on n'en a que 2 pour l'instant, mais le 3e va arriver incessamment sous peu, j'espère. Et puis 2 qui suivent nos débats à distance, qui pourront témoigner effectivement sur la thématique qui nous rejoint ce soir. Alors, je veux rajouter, et puis je le rajouterai aussi tout au long de la table ronde, il est très important, puisqu'on a dit que c'était une table ronde d'échange, et bien sûr, entre nous, on va échanger, mais ce qui nous importe, c'est que vous aussi, qui nous regardez à travers votre écran, qui nous écoutez, vous puissiez échanger. Donc, c'est une contrainte, effectivement, qu'on ne se voit pas physiquement dans la même salle, mais d'un autre côté, c'est aussi une opportunité parce qu'avec le fil chat que vous avez
sur une partie de votre écran, vous pouvez à tout moment, et effectivement, réagir à ce que l'un ou l'autre diront ici, poser des questions, et donc on essaiera de tenir compte de vos réactions, de poser les questions que vous aurez, qui vous passeront par la tête, et ça à tout moment de la table ronde. Donc, c'est très important qu'il puisse y avoir cet échange entre vous et nous. Alors, sans plus attendre, je vais commencer en demandant à chacun des participants de très brièvement nous dire qui il est. Alors, je me tourne vers vous, Véronique Ledouaré. Qui êtes-vous alors? Alors, comme vous venez de le dire, Véronique Ledouaré, et en fait, je suis diététicienne. J'exerce depuis 14 ans ici à Périgueux. Voilà, je suis en libéral et voilà. Voilà, donc ce soir, Véronique Ledouaré nous apportera le point de vue, l'éclairage de la diététicienne, donc qui s'est penchée sur toutes ces questions liées à l'alimentation. Oui. Je passe la parole maintenant à Jean-Marc Mouillac. Donc, brièvement, dites-nous un petit peu, Jean-Marc Mouillac, bien sûr. Oui, donc, Mouillac Jean-Marc, voilà. Formateur pour le conseil départemental de la Dordogne et membre fondateur d'un collectif national qui est le collectif Les Pieds dans le Plat et qui a maintenant démarré une SKIC, dont j'ai le grand honneur d'être le président nationalement, qui regroupe à peu près 200 adhérents. Et son siège social est en Dordogne, donc ça me fait chaud au cœur. Très bien. Et dont le nom est, je crois, Nourrir l'avenir. Oui. Hein, c'est pour rebondir sur ce que disait Nathalie Poupart, parce qu'effectivement, ce dont on discutera ce soir, c'est bien des questions d'aujourd'hui, mais aussi de demain, parce qu'il va y avoir évidemment tout un volet concernant nos enfants, en fait. Hein. Et maintenant, ça me donne l'occasion de passer la parole à Jérôme Péméja, qui est à distance et à qui je demande de se présenter. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis Jérôme Péméja, principal du Collège Pierre-Fonlac. Et entre autres, voilà. Et entre autres, grâce à Jean-Marc Mouillac qui est ici présent et au conseil départemental, à toute l'équipe du collège et à nos élèves, à nos parents et à toute la communauté productive autour du bio. Nous sommes depuis 2018 engagés dans une mutation de la restauration scolaire vers le bio et en 2018. Donc, nous avons accompli cette révolution en un an pour être, dès 2019, le premier restaurant scolaire en collège 100% bio de France. Voilà. Et donc, merci, monsieur Péméja. Donc, on continuera là-dessus tout à l'heure, en fait. Hein. Voilà. Et donc, maintenant, je passe la parole à Céline Boudy, donc, qui est aussi à distance. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Céline Boudy. Moi, je travaille au collège Jean Rostand de Montpont-Ménestérol. Je suis principale depuis 2 ans dans cet établissement qui a également, comme à Belvès, engagé une démarche vers la restauration prioritairement bio et locale. Et c'est une démarche enclenchée depuis à peu près 5 ans. Et nous, de notre côté, à l'automne 2020, donc nous sommes passés en 100% bio. Donc nous sommes, après Belvès, le second établissement de France avec cette démarche et cette place, je dirais. Alors, c'est également, comme le disait mon collègue, M. Péméja, grâce au travail de l'équipe de cuisine, de l'ensemble des partenaires, notamment le conseil départemental, et de M. Mouillac, également ici présent à nos côtés, qui a accompagné depuis plusieurs mois l'équipe de cuisine. Merci Céline Boudy. On reviendra évidemment en détail là-dessus et vous pourrez dialoguer effectivement sur cette démarche pionnière, j'allais dire, qui a été engagée en Dordogne, puisque on a la chance ce soir d'avoir le premier collège bio et le deuxième collège bio 100% de France. Hein, et il se trouve en Dordogne. Hein, donc, ce n'est pas là non plus le fruit du hasard, mais on y reviendra tout à l'heure. Et la première école 100% bio de France était aussi en Dordogne. Voilà, mais vous ne manquerez pas de dire Jean-Marc Mouillac tout à l'heure, effectivement.
Donc, on a une 5e personne qui participe à cette table ronde, mais vous voyez, c'est la chaise vide qui est là. On verra sans doute que… Il est en arrivée, enfin, il est en train d'arriver. Il est en train d'arriver à l'IUT, mais peut-être s'est-il perdu. Bon, il va arriver. C'est Michael Choury qui représente la boutique de producteurs lancée récemment depuis 2 mois, qui s'appelle Terre Ferme, hein, et qui est à Marsac. Mais il nous en parlera directement tout à l'heure, s'il arrive, j'espère, parce que effectivement, c'est aussi dans cette question de l'introduction du bio et du local dans l'alimentation et dans l'alimentation dans les collèges, c'est aussi une composante importante, c'est l'approvisionnement en produits. Mais Jean-Marc Mouillac, vous en parlerez abondamment tout à l'heure. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Véronique Ledouaré. Bon, effectivement, enjeu de santé publique, j'ai dit tout à l'heure, rester en bonne santé. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, moi, déjà, je pose toujours la question, qu'est-ce que c'est pour vous, enfin, pourquoi il est important de bien manger en général? Alors, les gens, ils cherchent. Et en fait, moi, j'ai une phrase que j'aime bien dire, c'est pour rester en bonne santé le plus longtemps possible. Voilà, pour moi, l'alimentation, en fait, elle ne sert qu'à ça et mon métier ne sert qu'à ça. Alors, il faut… Qu'à ça, excusez-moi, c'est déjà pas mal. C'est déjà même beaucoup, hein. Alors, il faut savoir que là, au jour d'aujourd'hui, on est dans le 4e PNNS, c'est le Programme National Nutrition Santé. Ah, voilà, oui, parce que… Voilà, qui va de 2019 à 2023. Et en fait, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'il y a des avancées au point de vue santé, voilà, c'est réuni dans ce plan. Et c'est pour que bon, les choses avancent. Donc, voilà, on doit modifier les choses qui sont dites. Alors, excusez-moi. Oui. Donc, si je comprends bien, le PNNS, Programme Nutrition Santé, c'est effectivement les conseils les nutritionnels qui sont mis en avant et qui évoluent au fil des temps. C'est ça, exactement. Et déjà, il faut savoir que ce programme nous annonce quand même qu'un adulte sur 2 quasiment est en surpoids, voire en obésité. C'est pour vous dire que la santé est importante et qu'on doit vraiment s'en préoccuper. C'est quand même beaucoup. Enfin, aujourd'hui en France, un adulte sur 2, un adulte ou… Alors oui, là on parle des adultes. À peu près, quasiment un adulte sur 2 est en surpoids, voire en obésité. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que les conseils de santé sont vraiment importants aujourd'hui et je pense que c'est important de faire la prévention. Et voilà. Très bien. Bon. Ben voilà une introduction qui pose un petit peu le contexte, hein, le décor. Oui. Et est-ce que vous avez des chiffres sur les enfants, en fait, puisqu'on va parler pas pour les enfants, jeunes. Mais moi, ce que je remarque à mon cabinet, c'est que depuis que j'ai commencé à exercer, au jour d'aujourd'hui, j'ai des enfants, mais par exemple de 8 ans, que je reçois, que je ne recevais pas avant, et qui sont en obésité. Moi, je fais leur courbe. En fait, je fais la courbe comme ils ont sur le carnet de santé chez les enfants. Et quand je fais leurs chiffres, ben, je suis parfois… mais vraiment ébahie, quoi. Avant, quand j'ai débuté il y a 14 ans, je ne recevais aucun enfant. Et au jour d'aujourd'hui, j'en reçois. Donc, même sans avoir de chiffres, moi, je vois une évolution importante, quoi. Donc, première chose que vous nous dites en tant que diététicienne, c'est attention, est-ce que la question que vous posez par rapport au débat qui nous anime ce soir, c'est est-ce que manger bio, manger local, ça aura une plus-value du point de vue santé sur la question du surpoids et d'obésité, hein. Bon, sans doute que les uns ou les autres, on va y répondre, hein. Le Covid nous a donné quand même des réponses parce que malheureusement, on voit bien que le plus grand taux de décès, 80%, c'était des gens qui étaient diabétiques et obèses. Donc, voilà, on a déjà des réponses que si on veut lutter face à une pandémie comme on a été attaqué, si jamais on en avait une autre, et à chaque fois on ne pourra peut-être pas trouver un vaccin, je pense que c'est d'être déjà en bonne santé qui nous permettra de lutter contre ça. Oui, parce que les gens en bonne santé ont une bonne immunité. Et quand on commence à avoir des pathologies associées, diabète, cholestérol et plein d'autres choses, le corps arrive moins à se défendre et si on n'a pas une bonne immunité, forcément, voilà. Les virus peuvent venir plus facilement et on est attaqué, quoi. Donc, la santé est réellement importante. Donc, ça, c'est la première chose, le premier message que vous voulez nous faire passer ce soir. Donc, par rapport surpoids et obésité, je suppose qu'il y aura oui, je dirais d'autres choses. Voilà, c'est ça, il y a encore plein d'autres choses à dire. On y reviendra après. Oui. Alors, Jean-Marc Mouillac, justement, vous avez réagi par rapport, effectivement, à cet aspect-là. Et effectivement, ça nous cause bien, hein, les gens qui ont été les plus touchés et mortellement touchés par la pandémie.
étaient pour beaucoup des gens qui étaient en surpoids, en obésité. Donc, quelque part, on ne va pas réduire qu'à l'alimentation peut-être, mais l'alimentation est sans doute un facteur essentiel. Ben, oui, enfin, se poser les bonnes questions sur l'alimentation, c'est se poser les questions comment on est arrivé là. Nous, en restauration collective, voilà, les plans de nutrition santé sont tombés à la queue leu comme ça, sans forcément concerter de vrais professionnels au bout. Derrière, on sait très bien que derrière tous ces plans, la plupart du temps, il y a beaucoup d'industriels et des lobbies qui ont construit ces plans et qui nous ont obligés à mettre des fréquences de choses qu'il n'y avait pas à mettre et qui étaient très industrialisées. Et donc, dans les produits industriels, qu'est-ce qu'on retrouve une des premières drogues, c'est le sucre, quoi. Donc, ce sucre, qu'est-ce qu'il fait la plupart du temps, il se transforme en graisse. Et donc, nous, pendant longtemps, on nous a enlevé les graisses, alors qu'on a la chance d'avoir en Dordogne des graisses qui sont utiles et qui sont le moyen, le vecteur de faire passer des bonnes choses dans notre corps aussi. Et là-dessus, on les a complètement oubliés. Donc, nous, on essaye de remettre vraiment des graisses et des graisses utiles, des graisses qu'on ne fait pas cuire. On a énormément d'huile sur la Dordogne voilà, mais dans les assaisonnements, voilà. Et après, toutes les graisses qu'on peut retrouver dans l'alimentation, on va essayer que ce soit plutôt un moment de plaisir et de bonheur. Donc, on va aller plutôt sur un beurre au niveau des pâtisseries, mais jamais cuire des beurres. Et sur les fritures, on est passé à un autre mode voilà, on essaye de mettre des huiles qui tiennent bien en cuisson et plutôt privilégier des frites au four que des frites qui baignent. Voilà, donc il y a tout un tas de choses où il y a une vraie évolution dans la restauration collective et où on va vers une cuisine de très haute qualité au point de vue nutritionnel. Et où là-dedans, beaucoup de chefs de gastro nous ont rejoints aussi pour mélanger ces compétences-là, parce qu'eux aussi, on les a réduits à quelque part à une diversité qu'ils n'avaient plus du tout. Et beaucoup de chefs de gastro nous ont rejoints parce que justement, ils sont ouverts à cette diversité qui protège les populations. Alors, je peux juste rebondir sur ce qu'il a dit. Absolument, mais voilà. Moi, je trouve ça très, très bien. J'adore ce que vous venez de dire parce qu'en fait, moi, ce que je préconise, c'est les huiles crues. Donc, en fait, parce que ça garde les propriétés qui sont dedans. Donc, c'est intéressant de voir qu'en fait, vous faites attention à ça. Et c'est vrai que l'huile de noix, il y a des bonnes graisses et des oméga-3 et c'est vraiment ce dont on manque. Donc, c'est vraiment intéressant de les avoir comme ça. Et le fait que vous fassiez des frites au four, donc avec moins de gras, enfin, moi, je suis ravie vraiment d'entendre ce discours. Je me dis, c'est vraiment axé santé. Donc, bravo et oui, ça fait plaisir à entendre. Bon, excusez-nous, Michael Choury nous rejoint là avec un petit peu de retard et on l'en remercie effectivement. Excusez-moi. On a fait un premier tour de présentation des participants à la table ronde. Je vous ai présenté comme étant le représentant de la boutique de producteurs Terre Ferme située à Marsac. Mais bon, tout à l'heure, vous aurez l'occasion effectivement de présenter un petit peu plus votre concept. Okay. Bon, on revient effectivement au débat là, qui commençait à s'initier, effectivement. Donc, vous dites, Madame Le Douaré, que d'entendre les huiles crues, c'est important, les huiles crues, voilà, par rapport à ce que M. Mouillac disait. Oui, voilà, exactement. Donc, ça prouve que ça évolue et qu'on ne reste pas sur des choses anciennes et que les choses peuvent finalement bouger. Ouais. Donc, alors, dans tout ce que vous avez dit, Jean-Marc Mouillac, j'ai relevé plein de choses et qui peuvent être l'objet effectivement de discussions entre nous. Effectivement, vous avez employé le terme de produits ultra transformés, enfin ou transformés par les industriels. Enfin, je ne sais pas, vous avez dit produits industriels et moi, derrière, j'ai connecté sur ultra transformés. En pensant aux produits bruts, parce que je pense que là, c'est un vrai sujet aussi d'échange et de discussion par rapport aux aspects nutritionnels. Madame Le Douaré, c'est vrai que vous en pensez? Oui, voilà. Les produits bruts, c'est ce qu'il y a de mieux pour notre santé. C'est-à-dire que si vous achetez des plats ultra transformés, alors comment on sait qu'ils sont ultra transformés? En fait, il faut juste regarder à l'hypermarché quand vous achetez des produits, s'il y a marqué, alors déjà le Nutri-Score. Alors, il faut savoir que c'est pas quelque chose… C'est quoi le Nutri-Score? Est-ce que tout le monde sait ce qu'est le Nutri-Score? Alors, c'est un petit logo
qui est en bas de vos paquets, qui n'est pas obligatoire. Donc, en fait, l'industriel n'est pas obligé de le mettre. Ça a 2-3 ans, c'est quand même assez récent. Et si c'est A ou B, bon, ben, ça reste pas mal. Mais si c'est C ou D, c'est beaucoup trop transformé. Il faut le laisser dans le rayon, quoi. Donc, c'est un petit repère parce que les gens ne savent pas, enfin, tous les gens ne savent pas lire les étiquettes. Donc, mais après, c'est pour ça que tout le monde ne le met pas, parce qu'en fonction des produits, il y en a qui ne vont pas oser mettre leur logo, enfin le Nutri-Score justement. Donc, ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas généralisé et pas obligatoire. Mais voilà, quoi qu'il en soit, si vous voyez du Nutri-Score avec C ou D, bon, bah, franchement… C'est soit trop gras, soit trop sucré, voilà. soit trop salé, hein, si j'ai bien compris. Exactement, voilà, c'est ça. Hein, c'est voilà. ça. En gros, c'est ça. Alors, Jean-Marc Mouillac, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai noté aussi la notion de fréquence, effectivement. Donc, derrière fréquence, c'est diversité de l'alimentation. Je suppose que ça va être aussi un thème de… Oui, enfin, moi, je veux dire, j'ai eu la chance de partager ça. Donc, sur le Nutri-Score, on travaille avec un chercheur de l'INRA qui nous a beaucoup posé là-dessus, c'est Anthony Fardet, qui a rejoint le collectif Les Pieds dans le Plat. Et voilà, les enfants consomment des fois 3-4 fois par jour des produits ultra transformés. Donc, quand des chercheurs nous disent qu'il ne faudrait même pas manger une fois par jour, quand on le cumule sur 7 jours, je veux dire, voilà. Donc après, on comprend pourquoi aussi beaucoup d'amis comme les producteurs se remettent à faire des boutiques et à revendre des produits locaux. Parce que, enfin, moi, je suis au service agriculture, donc Yoann 16, on aide beaucoup plus ça parce que quelque part, je ne suis pas contre les industriels. Moi, je suis pour qu'on industrialise territoire par territoire et qu'on arrête de faire bouger une alimentation sur tout un pays même. Je veux dire, quand on consomme localement en Dordogne, on peut consommer 70 variétés de fruits et de légumes sur la Dordogne. Quand on consomme pendant des années en restauration collective, c'était 12 fruits et légumes. On consomme avec un catalogue que nous posait un industriel, on faisait des menus comme ça. Donc, je veux dire, c'est toute une réflexion à avoir pour vivre ensemble, parce que derrière la santé, on ne peut pas penser à la santé si on ne passe pas au côté social des êtres humains qu'il y a autour de nous. Et à partir de là, quand on pense au côté social, eh bien, on protège la santé de nos enfants, mais aussi de nos producteurs par une juste rémunération. Et derrière, ça crée une économie sur un territoire et ça fait du vivre ensemble. Donc, pareil, je veux dire, vivre ensemble, pour moi, c'est un lien avec la laïcité, donc avec le service public et avec toutes ces choses-là qu'on peut partager entre le privé et le public. Voilà. Et donc, on parlait de produits industriels. Ben, je rebondis là-dessus. Mickaël Choury, dans votre boutique de producteurs, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des produits industriels? Non. Voilà. non. Donc, en fait, si vous voulez c'est vrai que moi, j'ai 2 casquettes. C'est-à-dire que je suis tout d'abord co-gérant d'une société d'événementiel. Donc, je me suis retrouvé à l'arrêt au mois de mars l'année dernière à cause du Covid. Et sachant qu'on est on va dire des jeunes entrepreneurs dynamiques avec mon associé, on se pose beaucoup de questions. Et on avait beaucoup de producteurs qui nous suivaient sur des foires expo, sur les salons vin et gastronomie sur toute la France. Et aussi également sur des salons professionnels qu'on avait développés depuis 2015, hôtellerie, restauration, métiers de bouche et collectivité. Et déjà, on mettait en avant un petit peu des concours de chefs de collectivité qui étaient un petit peu… Le chef de collectivité, on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que sur des grands salons, on fait toujours appel aux bibes, aux étoilés et autres. Et le chef de collectivité est toujours dans l'ombre. Et on avait décidé en 2015 déjà de les mettre en avant sur nos salons via des concours même régionaux. Et bon, voilà, on était à l'arrêt et on s'est dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y en a eu beaucoup de producteurs qui nous ont appelés parce c'est des gens avec qui, des fois, je travaille même depuis 20 ans, parce que ça fait 20 ans que je fais l'événementiel, aussi bien des gens de Dordogne que département limitrophe. Et j'avais essayé de créer, pourquoi pas, après un petit marché, parce que tout était parti, c'était pas structuré, tout le monde voulait consommer en circuit court, il y avait tout et n'importe quoi en mars dernier. Et puis, je suis allé voir le maire de Marsac, je dis, tiens, on ne peut pas faire louer le parc expo, quitte à monter un marché, il y a le marché de Périgueux. Les gens n'ont pas forcément envie d'aller à Auchan, pour pas les citer, ou Inter et autres, et il y avait vraiment cet engouement-là. Donc, on n'a pas pu, raison, manque d'autorisation de la préfecture et tout, par rapport aux conditions sanitaires et autres. Ça, c'était en mars 2020. Voilà, et puis bon, voilà, on a commencé à travailler, à créer une veille et autres. Après, dans mon équipe, donc j'ai Annie-France Lasfargelas, qui est une ancienne de la Chambre d'agriculture, qui était bienvenue à la ferme,
ancienne responsable de bienvenue à la ferme. On a un ami qui c'est Christophe Desfarges, pareil, qui est à la Chambre d'agriculture. Et tout ce mélange, voilà, avec notre réseau et autres, a abouti à se dire pourquoi on ne montrait pas une boutique de produits locaux. Donc nous, on est du privé, je ne suis pas producteur, je suis petit-fils de paysan. Cédric, mon associé, est aussi petit-fils de paysan. Et on a fait le pari de faire une épicerie en fait avec de la viande 100% d'Ordogne. C'est possible d'avoir du bœuf, du veau, du porc, de l'agneau, 100% d'Ordogne avec une qualité, je veux dire, exceptionnelle. Et les fruits et légumes, à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive à sortir des fruits et légumes 100% d'Ordogne. Malgré qu'on ait eu les gelées et autres. Donc là, c'est vrai que j'ai 10% de Roussillon, mais j'ai eu des cerises de Dordogne. Et il y a même en plus à la Chapelle-Saint-Robert, au nord du département, on a un monsieur qui fait des pêches et de la nectarine et que l'on va avoir d'ici quelques semaines. Donc en fait, tout ce travail-là de veille, on s'est aperçu qu'on pouvait, je veux dire, consommer local, aussi bien en culture bio qu'en culture raisonnée, parce que j'ai les deux au magasin. Voilà, les deux sont dans votre magasin. Les deux sont dans le magasin, c'est-à-dire que j'ai une allée centrale où j'ai que du bio en fruits et légumes, et sur les extrémités, j'ai du raisonné. Parce qu'il faut aussi, je veux dire, après, il faut en avoir aussi pour toutes les bourses. Mais j'ai très peu d'écart au niveau financier entre le bio et le raisonné. Alors la question du coût, on y reviendra tout à l'heure, en fait, parce que c'est aussi une question récurrente dans cet aspect de consommation, bio ou pas bio. Vous faites aussi des produits artisanaux, en fait. Oui, le but parler des producteurs agricoles. Voilà, et puis après, de toute façon, notre slogan, c'est naturellement paysan et artisan. Et on a beaucoup d'artisans, aussi bien sur notre département que via aussi mon métier, qui est l'événementiel, sur d'autres régions que j'ai rencontrées et autres. Et voilà, j'ai même rencontré un voisin qui s'est lancé, là, les Venises du Périgord, qui s'est lancé dans des pâtes au blé complet. Et c'est un agriculteur qui s'est dit, même voilà, pendant le confinement, je vais retravailler mon blé, je vais retravailler mes produits. Il s'est acheté le matériel, le labo et autres, et il s'est mis à créer des pâtes 100% d'Ordogne. Donc en fait, moi, sur des semaines et des mois de veille, parce qu'on a voulu faire quelque chose de très qualitatif au niveau de la boutique et essayer d'aller chercher des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Et j'apprends et je découvre des choses tous les jours, des trésors. Parce que le problème qu'il y a, c'est que nos producteurs n'ont pas le temps aussi de se faire connaître. Ils n'ont pas le temps de, comment dire, ils ne peuvent pas produire et se vendre, ni plus ni moins. Donc, il faut aller les voir, il faut aller les rencontrer et il faut aller les accompagner. C'est ce qu'on essaie de faire à notre petite échelle, quoi. En sachant qu'effectivement, il y a d'autres boutiques de producteurs maillées dans tout le département. Il y a aussi des plateformes d'approvisionnement des collectivités pour la restauration collective, mais peut-être que Jean-Marc Mouillac en reparlera tout à l'heure. Je rebondis sur ce que vous disiez de qualité, problème de qualitatif, et tout à l'heure, vous aviez dit, Jean-Marc Mouillac, on a de la cuisine de très haute qualité, même en collectif, et j'ai vu que Olivier Rollinger, qui est un grand chef bien connu, il vous suit aussi, en fait, quelque part, il vous parraine, il soutient votre action. Alors, je voudrais me tourner vers les principaux là, des collèges de Montpont et de Belvès, par rapport à ce que disait Jean-Marc Mouillac. Les enfants, les collégiens, donc, ils ont l'impression de manger de la cuisine de haute qualité depuis que vous avez fait cette conversion au 100% bio et local. C'est un petit peu cache ma question, mais votre réponse sera ce qu'elle sera. Qui commence ? Céline, tu veux commencer ou je commence ? Je veux bien commencer, oui, effectivement. Alors, nos élèves, effectivement, Madame parlait tout à l'heure de prévention par rapport à l'alimentation. Moi, j'insiste beaucoup et nous insistons beaucoup au Collège de Montpont sur l'éducation, en fait. L'éducation à l'alimentation, l'éducation au fait de se respecter et respecter son corps. Et ça, c'est une démarche vraiment qu'on a voulu pour accompagner les élèves et leur faire comprendre que bien, le respect de leur corps, ça passe par une alimentation qui est saine et équilibrée. Alors forcément, par rapport à leurs habitudes alimentaires de tous les jours, ce qu'ils mangent à midi au Collège de Montpont, ça peut vraiment ça change dans leur pratique qu'ils n'ont pas forcément à la maison. Je pense par exemple à des produits qu'ils n'ont pas l'habitude de manger à la maison. Donc, il y a eu tout un accompagnement par rapport à découvrir de nouvelles saveurs, tester et goûter. Et en cela, on a vraiment essayé de mettre le paquet pour échanger avec les enfants, pour vraiment
faire cette mutation vers le 100% bio, mais avec eux, en les associant au premier chef. Et donc, il y a eu des échanges avec une nutritionniste également, Madame Benazet du conseil départemental, qui est venue former l'année dernière nos jeunes du conseil de vie collégienne pour justement parler de l'alimentation. Qu'est-ce que c'est s'alimenter? Qu'est-ce que c'est bien s'alimenter? Donc, on a vraiment tout un programme autour de, par exemple, des petits déjeuners, le petit déjeuner bio-équilibré, mais aussi pour qu'ils comprennent en fait qu'est-ce qu'il y avait dans les assiettes et pourquoi on faisait ça. Parce qu'en fait, à mon arrivée au collège, en fait, en faisant un groupe de pilotage pour fixer l'objectif d'aller vers le 100% bio, je me suis vite rendu compte avec mes collègues que en fait, les élèves, il y a 2 ans de ça, 1 an et demi, 2 ans, leur représentation c'était très clivant. Les élèves nous disaient soit « Ah, c'est super le bio, c'est bon pour ma santé et c'est très bien », soit ils nous disaient « Ah non, c'est pas bon et ça coûte cher ». En fait, à mon grand étonnement, il n'y avait pas le milieu, en fait, et des propos nuancés. Donc, on a fait un vrai travail pour combattre certaines idées reçues et pour leur expliquer qu'on s'inscrivait dans un territoire qui était riche, comme disait monsieur, avec beaucoup de produits dont on n'avait peut-être pas forcément conscience et connaissance, et que, en fait, ce qu'ils allaient trouver dans leur assiette, eh bien, c'était d'une part travailler avec toute une équipe qui se lève tôt et qui confectionne elle-même les produits et les repas, donc de A à Z, en travaillant le produit frais, des produits locaux venant de Montpont, autour de Montpont, venant même de fermes de maraîchage, de maraîchers qui sont des parents d'élèves, donc vraiment de leur montrer que ça s'inscrivait dans un cercle vertueux et que, eh bien, tout ça, c'était au bénéfice de leur santé et aussi de l'éducation à l'alimentation, parce qu'ils allaient pouvoir manger des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de manger et faire découvrir justement à leur famille, à leurs parents. Donc, pour nous, c'était vraiment une démarche d'associer au premier chef les enfants. Et ça s'est accompagné aussi forcément, cette démarche-là, d'une formation de l'équipe, parce que quand on parlait tout à l'heure des produits industriels, des produits qui sont très travaillés, en fait, ça a vraiment été accompagné un changement de process en fait, de fabrication. Et ça a été aussi d'expliquer aux élèves, en fait, on va tester de nouvelles choses, mais il faut nous faire confiance et être aussi tolérant. Parce que si on teste de nouveaux produits, de nouvelles recettes, plus de légumineuses, des choses comme ça, on peut peut-être se louper au départ, se tromper en fait. Donc, notre équipe de cuisine, elle a vraiment expérimenté beaucoup, mais on a accompagné en fait dans cette expérimentation. Et il y a 1 an et demi, je me rappelle de certains repas où le résultat, c'était pas tip top, mais n'empêche qu'on a expliqué aux élèves et de dire, oui, on a droit à l'erreur et quand on est dans un processus où on apprend, nous aussi, eh bien, en fait, on réussit, mais parfois, ça passe par des ratés. Et ça, il a fallu aussi beaucoup accompagner les familles, en fait, et associer les familles à la fois de notre établissement, mais aussi la particularité à Montpont, c'est d'associer les parents du premier degré, puisque nous portons le repas, nous avons des conventions de portage pour à peu près 400 enfants. Donc, pour moi, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment une approche systémique. Combien de repas préparez-vous par jour à Montpont? Environ 1000 en fait. L'année dernière, on était sur 1050 et on est entre 900 et 1000 repas par jour en fait. Donc 600 collégiens et 400 primaires en fait, que vous alimentez, que vous nourrissez, quoi. Exactement. Donc, pour nous, c'est vraiment cette approche systémique et d'expliquer qu'est-ce que c'est, ça part de soi, de notre corps, de ce qu'on donne à manger à notre corps et pourquoi il faut y veiller et faire attention et pour expliquer aussi cette démarche assez innovante. Et je dirais que là, on fait régulièrement des réunions avec le conseil de vie collégienne et les élèves, de plus en plus, ils sont très sensibles à ça. Ils sont capables, parce qu'on leur a expliqué, de dire et de discuter entre eux. C'était les échanges que j'ai eus hier justement au cours d'un conseil de vie collégienne. On faisait une enquête de satisfaction sur la cantine. Les élèves ont eux-mêmes conçu un questionnaire pour sonder les camarades, pour voir les points d'amélioration et les retours satisfaisants. Et en fait, il y avait beaucoup d'échanges. Les élèves disaient, nous, on aimerait plus de fruits. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez comme fruits? Et ça venait des élèves eux-mêmes, ils proposaient des fruits et certains intervenaient en disant, non, mais ça, le raisin, tu ne peux pas en avoir maintenant, en fait. Simplement, ce n'est pas de saison. Et du coup, on est très heureux de ça parce qu'eux-mêmes, petit à petit, ils appréhendent la saisonnalité et ils arrivent à comprendre que c'est normal, on peut aimer les fraises, mais c'est normal de ne pas en manger en plein mois de janvier, par exemple. Donc, c'est vraiment
tout un travail, je dirais, d'éducation à l'alimentation qui, à mes yeux, est tout aussi important que l'éducation au respect, à la tolérance, enfin toutes les valeurs aussi que nous devons transmettre au niveau des établissements scolaires. Voilà, pour nous, c'est essentiel. Et je pense que c'est aussi les conditions de la réussite d'un tel projet. C'est-à-dire, Voilà, c'est faire sans les élèves. associer les parties prenantes, Oui. c'est-à-dire les élèves, les familles, les équipes de cuisine, et pour effectivement faire en sorte, ça c'est une clé de réussite. Hein. Oui. Mais par rapport aux équipes de cuisine, je rebondis un petit peu, Jean-Marc Mouillac, on est au cœur de votre métier. Alors parlez-nous un petit peu de votre démarche à vous, et puis qu'est-ce que vous faites par rapport effectivement, concrètement, par rapport à l'introduction d'une alimentation bio ou locale dans les collèges du département. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus longuement? Oui, mais on arrive après 30 ans de matraquage des industriels dans la restauration collective, parce que c'est une des premières cotations en bourse. Donc, ils sont là pour faire beaucoup d'argent, beaucoup de bénéfices. Donc, la santé, ça passait en second. Et ils sont rentrés par les portes en disant vous allez voir, on va vous simplifier votre travail. Donc, on a enlevé les compétences à des tas de cuisiniers pendant des années. On leur a enlevé leurs compétences, alors que la plupart, souvent, quand on arrive avec beaucoup d'humour, je leur dis souvent tu sais pas que tu sais. Parce que, et j'en ai la preuve à Nontron, c'est qu'ils m'ont offert un t-shirt en écrivant Papa, tu sais pas que tu sais. Mais parce que ce lien-là, ils l'ont plus du vivant. Parce que travailler des produits vivants, ça remet un lien, ça remet des gens à partager des choses. Pour moi, bio, ça ne veut pas dire bon, ça veut dire la vie. Quand je travaille des produits bio, pour moi, c'est parce que malheureusement, aujourd'hui, on a dépassé des limites et des seuils acceptables dans l'alimentation. Alors, dans les collèges, on arrive à un moment ou un âge qui est très compliqué. Donc, les équipes, et puis, il n'y a plus trop de lien entre l'équipe de cuisine et les enfants dans beaucoup de collèges, parce qu'on n'a rien. Quand on parle d'un produit et d'un produit brut, ce matin, j'étais en formation à Agonac avec des cuisines centrales et des cuisines de Dordogne. On parlait des semences paysannes. Mais quand on travaille des produits bruts ou des produits de Dordogne, où derrière, on connaît les visages des paysans et on sait pourquoi ces gens ont lutté pour garder les semences paysannes. On est un des territoires les mieux fournis de France au niveau semences paysannes. Quand on travaille de la farine T80 pour faire un dessert, eh bien, on peut en parler. La plupart des cuisiniers étaient totalement convaincus qu'on ne pouvait pas faire de pâtisserie avec la T80. Quand ils voient qu'on y arrive, eh bien, après, il y a une histoire et on peut parler à des enfants de tout ça, parce que derrière, c'est leur quotidien. On est dans un milieu rural. Je fais de l'accompagnement pour des villes de Paris. L'accompagnement est totalement différent sur Paris que dans le milieu rural où on est. Mais derrière, il y a une véritable envie qui est plus puissante, on dirait, en ville que chez les gens qui sont à côté des paysans dans ce milieu rural qu'on est en Dordogne. On a cassé des choses et on est en train de les reconstruire. Tout ça parce qu'il y a un portage quand même très fort politiquement en Dordogne. Alors voilà, la question que je voulais vous poser, pourquoi le conseil départemental de Dordogne a-t-il initié en fait cette démarche très volontariste qui va au-delà, bien sûr, des demandes de la loi Egalim, hein, parce que je rappelle que la loi Egalim, elle demande qu'au 1er janvier 2022, il y ait 50% de produits de qualité durable dans l'alimentation. Sous signe officiel de qualité, dont 20% de bio. Dont 20% de bio, 1er janvier 2022, c'est-à-dire demain. Ouais. Voilà. Donc là, avec les exemples de Belvès et de Montpont, on est déjà largement au-delà, mais ce n'est pas le cas partout encore. Non, mais le département de la Dordogne est très en avance. On doit être aux alentours de 60 communes qui sont labellisées Écocert et donc qui sont contrôlées, auditées. Il doit y avoir 17 collèges qui sont labellisés Écocert. Donc, derrière, ils sont tous rentrés dans la démarche quand même. Ils retravaillent quand même beaucoup de produits bruts. Et après, j'en reviens à Marsanet, mais
je veux dire, on s'est toujours appuyé. Il y a des jolies choses qui sont faites partout en France. On a la ville de Bru, où on va bientôt monter avec… Bru, à côté de Rennes. À côté de Rennes, où il y a une cuisine centrale, où ça fait des années qu'il est en 100% bio, dont il fait partie, c'est un cuisinier qui fait partie du collectif Les Pieds dans le Plat. Mais en Occitanie aussi, on a des exemples. On a des exemples au centre, en région centre, le collège de Loris, je veux dire le collège de Lézignan-Corbière. Je veux dire, il y a des exemples un peu partout sur la France. Mais après, il y a quelque chose qui s'est passé en Dordogne, c'est que le politique s'est pris de ce sujet-là. Moi, quand j'étais à Marsanais, je veux dire, le politique est venu me demander de traverser le pas pour aller au conseil départemental. Et je ne me suis pas retrouvé au service éducation, je me suis retrouvé au service agriculture. Et pour moi, quelle émotion de me retrouver au service agriculture. Parce qu'en étant petit-fils de paysan, du coup, c'est de Marnac, en Périgord noir, où j'ai vu tant de choses sur les cultures de la Dordogne, où je sais le travail que c'est d'un paysan de vouloir nourrir quand même les autres. Et là-dessus, c'était très fort pour moi de me retrouver au service agriculture, parce que d'un côté, il y a les départements, une volonté politique du département de la Dordogne de conserver le service agriculture, que sur toute la France, tous les services agriculture sont partis dans les régions. Oui, parce que ça fait partie des compétences régionales, mais là, parce qu'on a voulu les garder, parce que derrière, quand même, c'est trop éloigné. Vous imaginez qu'en Aquitaine, qui est grande comme l'Autriche, qu'on enlève les compétences de l'agriculture à la Dordogne, ça serait désastreux pour moi. Et d'un côté, je vois le malaise de ces gens qui viennent demander une subvention, une aide par le département, et de l'autre côté, j'ai un collègue qui fait les dossiers RSA. Donc derrière, c'est aussi un enjeu santé. C'est pour ça que c'est bien d'en parler avec la MGEN, parce que je suis en plus à MGEN depuis presque 30 ans. Donc ça me fait chaud au cœur. Mais je me suis dit, cuisinier, comment on peut accepter qu'il y ait des gens qui nous nourrissent et qu'en plus, on leur donne une aide au RSA, alors que moi, ma première aide, c'est de vendre les produits qui peuvent nous produire, quoi. Donc, je trouve que c'est un vrai lien de mettre des cuisiniers au service de l'agriculture d'un département, parce que ça donne de l'émotion et ça donne une motivation à moi qui a été démultipliée. Quand j'étais à Marsanais, j'avais 14 producteurs. J'essayais d'essaimer, de faire passer le message avec le réseau de formateurs qui a été créé après par l'État, le collectif Les Pieds dans le Plat. On n'est pas sorti de… C'est l'État qui nous a créés après le Grenelle de l'environnement. Et donc, cet essaimage… donc 2008, hein, pour… Ouais, 2008, cet essaimage avec le département, c'est se dire on va essayer de le mettre sur un département pour essayer de le faire rayonner nationalement. Et de nationalement, en l'espace de 3 ans, depuis qu'on a commencé Belvès, Montpont et Nontron, c'est même internationalement. Je veux dire, des cuisiniers de Normandie qui sont japonais ont créé un collectif où on est 200 adhérents au Japon. Voilà, donc vous rayonnez même jusqu'au Japon. Pas moi, mais c'est le collectif. Enfin, vous, c'est un vous collectif. En fait. Voilà. Monsieur Péméja, en fait, j'ai posé la question à Céline Boudy tout à l'heure. Est-ce que les résultats un petit peu de cette démarche de l'introduction du bio, du local dans votre établissement, puisque vous rayonnez au niveau national, hein, premier collège bio, 100% bio de Dordogne et de France. Donc, est-ce que vos collégiens ont l'impression de manger à une table de chef, en fait, hein, pour dire ça de façon un petit peu… Oui, je dirais peut-être juste pour rebondir sur votre forme d'humour, je dirais que pour manger une table de chef, il faut un chef en cuisine. Ça, c'est un point qui est important. C'est-à-dire qu'il faut vraiment quelqu'un qui pratique très fortement une cuisine, comment dire, tout à fait renouvelée. Je vais revenir sur certains points qui ont été dits jusque-là. Effectivement, le surpoids, l'obésité, c'est effectivement l'une des questions du moment, qui n'est pas forcément que liée à des questions de méchants industriels qui tripotent les produits de cuisine. C'est aussi lié à nos modes de vie,
Hein, c'est lié aussi à des enfants qui préfèrent peu ou prou des activités sociales chez eux ou à distance plutôt que le sport associatif ou l'implication dans le sport associatif ou l'implication sociale comme on pourrait l'entendre. C'est vrai qu'on peut se souvenir que le sucre est classé Nutri-Score D. Hein, vous prenez un paquet de sucre dans une grande chaîne de distribution, le Nutri-Score de sucre en poudre, c'est du D. Et effectivement, si on peut manger du sucre bio toute la journée, il sera bio, on sera très très content, mais ce n'est pas forcément bon pour la santé. Tout comme effectivement, on peut très très bien fabriquer un steak frites 100% bio. Si vous en mangez à tous les repas, fatalement, ça ne sera pas forcément bon. Le bio en soi n'est pas bon. Voilà. Voilà, donc en soi n'est pas bon. Je veux dire, alors c'est sûr qu'ensuite tout ceci est une question d'accompagnement du produit, de présentation du produit, de l'accommodement du produit. Ensuite, par rapport au bio en lui-même, juste rappeler ce qu'est le bio. Jean-Marc le rappelait tout à l'heure brièvement. Hein, le bio, c'est déjà une certification. Hein, c'est ce qui doit amener déjà de toute manière à une réflexion. Hein, cette réflexion, elle porte sur la communication autour de cette notion du bio et de la certification qui accompagne un producteur et sa volonté de pouvoir passer une partie de ses process, une partie de ses productions partiellement en cours de mutation ou totalement sur du 100% bio. Il est vrai que pour nous, dans notre entourage, hein, qui est quand même très fortement marqué par le milieu rural, c'est le type de données qui ne passe pas forcément très bien, puisqu'on peut avoir effectivement en fond de parcelle du Roundup, parce qu'on a encore du mal à trouver des produits alternatifs, et que par la présence de ce type de produit où la distance de 1 mètre ou de 2 mètres qui n'est pas respectée avec ce type d'épandage, on ne puisse pas être bio. Donc effectivement, cette donnée-là est importante et le monde n'est pas blanc ou noir et il est bien entendu plein d'une gamme de gris sur laquelle il faut bien entendu travailler et accompagner très fortement. Cet accompagnement, il passe bien entendu par ces bonnes pratiques de préparation en cuisine. Je crois que lorsque vous évoquez le terme de chef, c'est bien de ceci dont il s'agit. Et pour ce qui a été de l'expérience à Belvès, hein, bien entendu, hein, le lien avec Jean-Marc et notre chef Alain Dessay, qui a été à la pointe du développement du bio ici, c'est cette volonté de rendre hommage à des produits qui sont nobles par eux-mêmes parce que, en effet, il y a eu des paysans, et j'utilise volontairement ce terme, c'est-à-dire des gens qui vivent dans le pays, sur le pays, qui ont pris soin de leurs produits, de leur production. Parce que derrière, effectivement, vous parliez de l'enjeu du conseil départemental. Alors, je ne suis pas conseil départemental, mais je suis éducation nationale. Mais effectivement, pour rappeler cet enjeu, l'enjeu, l'a redit aussi Jean-Marc, c'est un enjeu bien entendu social et économique très profond. Moi, j'ai des agents ici du conseil départemental qui travaillent au collège, qui étaient producteurs de viande, producteurs de lait tout d'abord, mais qui ne s'en sortaient pas, qui étaient endettés jusqu'au cou et qui ont vu en l'espace d'une génération un endettement tel qui, aux grandes dames de la génération dessus, hein, des grands-parents, d'être dans l'obligation de vendre et d'entrer dans notre métier. Et ça, effectivement, ce sont de vrais drames sociaux parce que leur bête, au final, quand je discute avec des producteurs tout à fait locaux qui ne sont pas forcément passés dans le bio, ils ne savent pas combien va coûter leur bête. Qu'est-ce qu'on va à combien on va l'acheter au final? Quasiment rien, donc on fait quoi avec ça? On ne fait pas grand-chose. Alors effectivement, le fait d'une transition et d'avoir la certitude d'un circuit qui sera court, qui ne passera pas forcément sous la tutelle de la grande distribution. Alors attention, loin de moi l'idée 1 de condamner les industriels, 2 de condamner les grandes filières de distribution qui ne représentent pas le mal, hein, loin de là. Je pense d'ailleurs que
l'une des chances du développement du bio à l'heure actuelle, c'est de voir le bio circuler de plus en plus dans les grandes filières de distribution, de le voir visuellement, hein, aux yeux de tous et aux yeux de tous les consommateurs. Je crois que c'est effectivement une très belle opportunité aussi. Mais effectivement, il y a cette volonté de regagner la confiance sur ce produit. Et nous, au travers de la restauration collective, parce que ça, c'est un point qui est énorme, il faut peut-être distinguer ce qu'est la restauration en restaurant et la restauration collective, où effectivement, on doit produire pour 300, 400, 500, 1000, chez toi Céline, de repas par jour. Bon, nous, avec l'internat, donc ça inclut le goûter, le petit déjeuner, le dîner. Donc ça inclut effectivement sur la construction des repas un jonglage, hein, qui est quand même important, puisqu'il y a nos internes mangent du lundi jusqu'au vendredi chez nous, hein, donc il n'y a pas le passage par la maison. Donc effectivement, ça demande de se creuser la tête et d'être innovant là-dessus. Alors, il y a quand même un point qui était celui des coûts, on l'a abordé, on va peut-être y revenir peut-être tout à l'heure. Enfin, pour moi, ça sera effectivement très bref parce que je devrais vous quitter très rapidement, hein, je vous l'avais signalé. Pour nous, c'est une démarche qui est fondamentalement éducative, hein, bien entendu. Alors, il y a deux aspects là-dessus, hein. C'est très franchement dire à nos élèves, puisqu'il n'y a pas de transmutation, hein, là de l'élève non bio à l'élève bio. Hein, ils ne sont pas sortis transformés en 2 ans, 3 ans d'expérience en élèves qui ont pris 50 cm de hauteur, qui ont tout d'un coup aminci. Hein. Bien entendu, là, l'éducation nationale, par exemple, par rapport au bien manger, cela fait très longtemps, hein, que l'éducation nationale est portée là-dessus, que les infirmières scolaires, notamment, travaillent beaucoup là-dessus avec les élèves. Hein. Il y a beaucoup de statistiques qui sont faites, notamment à l'entrée en 6e là-dessus. Ensuite, ça se perd un petit peu lorsqu'ils entrent en lycée, mais effectivement, les entrées pour nous en 6e, et alors à l'école primaire, c'est la même chose. Les élèves là-dessus sont très fortement suivis par les services éducatifs de l'éducation nationale et surtout les infirmiers qui prennent le relais, bien entendu, de la démarche des parents pour nous. Donc, il y a deux démarches. Il y a une démarche auprès des élèves pour qu'ils sentent qu'il y ait un impact sur la vie personnelle de chaque élève. C'est-à-dire qu'au long terme, ce qu'ils engagent avec nous, c'est quelque chose qu'ils peuvent répercuter sur leur vie d'enfant auprès de leur famille et ensuite lorsqu'ils deviendront grands. Hein, donc là, il y a un effet de répétition, il y a un effet d'amplification qu'ils sont amenés à entraîner. Il y a un deuxième effet qui est bien entendu de les sensibiliser à cette démarche environnementale, structurelle, systémique, puisque là aussi Jean-Marc le disait, manger bio, c'est certes bien, mais c'est effectivement la démarche environnementale, hein, qui est derrière, c'est-à-dire moins, pour reprendre ta formule Jean-Marc, à une époque, maintenant le producteur, au lieu de commencer par appauvrir totalement les sols, puis ensuite les enrichir avec des produits qui viennent de droite et à gauche, on commence par réfléchir comment on entretient ce sol, comment on en revient à des recettes que nous connaissions il y a pas si longtemps que ça et que certainement on a perdu de vue. Donc c'est effectivement ceci que l'on essaye de travailler dans nos démarches, donc qui est une démarche éducative qui est portée au travers de l'éducation nationale par ce que l'on appelle la politique de l'E3D, hein, qui est Pardon, la politique de l'E3D. C'est un référentiel pour les établissements qui souhaitent s'engager dans les démarches de développement durable. Hein, donc, cela veut dire établissement en démarche de développement durable. Donc, je suppose que Céline est là-dessus. Pour notre part, on a eu cette certification aussi cette année. Enfin, cette année scolaire entière, c'est-à-dire il y a quasiment un an, puisque nous aussi, nous sommes tous passés par ce désastre de la crise du Covid. Pour en revenir en fait au plan de développement et de la mise en place de notre bio chez nous au niveau scolaire, effectivement, cela passait tout d'abord, et ça c'est un point vraiment qui est fondamental, par une remise aux normes des bonnes pratiques de cuisine. Donc il y a si vous voulez,
Et c'est un point essentiel. Et là, je crois que l'association les Pieds dans le plat, par exemple, et d'autres associations, hein, bien entendu, toute bonne démarche est bonne à prendre. Effectivement, cette réflexion sur la bonne pratique, comment bien utiliser les produits. Je parlais tout à l'heure de la cuisine collective. On est obligé par nos plans, pour nos plans sanitaires de cuire la viande hachée à une certaine température. On sait quelle utilité en effet de pratiquer, de faire cuire une viande hachée au niveau quasiment d'une semelle de plastique, hein, puisque c'est ça, hein, au-delà des, je crois, corrige-moi Jean-Marc, mais 80 degrés de cuisson. Alors que l'on va traiter une viande hachée 100% bio qui est d'une très grande qualité, on s'aperçoit qu'en travaillant un tout petit peu ce point de cuisson, on arrive à la servir à cœur cuite, mais non pas trop cuite, tout en arrivant à la consommer, à apprécier toute la qualité qui est derrière. Ce genre de choses, on peut démultiplier les exemples, bien entendu. Depuis le retraitement, bien entendu, la limitation des déchets qui vont auprès de toutes nos légumineuses que l'on utilise ou des fruits. Hein, c'est vrai qu'une pomme de terre qui est bio, on peut utiliser aussi sa peau. Donc, on peut développer beaucoup plus la potateuse que la frite pelée. On s'économise du temps de travail et puis on valorise effectivement ces produits tout en pensant, et c'est cette approche systémique dont je parlais tout à l'heure, de limiter aussi tout ce qui est production de déchets. Voilà, alors toute cette formation, effectivement, ce savoir-faire en cuisine, il est très important parce qu'il ne va pas forcément de soi et il faut effectivement l'actualiser constamment pour sa bonne mise en avant, sa bonne mise en marche, hein, je vais bien reprendre ce terme, sa bonne mise en avant au niveau d'une cuisine collective. Alors, ensuite, une fois que l'on a fait ça ou que ceci est en route, il y a bien entendu cette phase de communication qui me semble essentielle, une phase de communication auprès de toute la communauté scolaire. Oui. Bon, on va passer la parole aux autres participants. Oui, je suis intarissable aussi hein, sur ce sujet, excusez-moi. Voilà, mais c'est pour ça que je me permets de vous couper un petit peu. Mais finissez ce que vous disiez là sur la communication. Oui, alors très brièvement, peut-être pour articuler sur la suite, il y a le volet communication qui est très important. Alors, il faut oublier personne, encore une fois, entre notre producteur du coin qui va se dire eh ben, ça y est, il ne va plus m'acheter ma viande. Et la place n'est plus faite qu'à de nouveaux producteurs qui viennent s'installer ici, qui seraient des titis parisiens qui sont ingénieurs agronomes et qui savent tout sur comment bien produire. Hein, on a ça, hein, effectivement, il y a cette partie-là aussi, hein, de bien expliquer ce que c'est. Ouais, l'air de rien, il y a ces côtés-là aussi, hein, donc bien expliquer ce que c'est pour pas qu'il y ait ces retours qui soient mal vendus. Il y a bien entendu cette communication, mais ça, Céline en a déjà parlé auprès des enfants, hein, c'est notre cœur de cible. Il ne faut pas oublier les enseignants parce que cette démarche est venue du conseil départemental que l'on a incorporé, essayé de digérer. Hein, ce n'est pas, comment dire, forcément une démarche qui est venue de la part de nos enseignants. Donc là, c'est bien entendu tout le corps enseignant qu'il faut aussi engranger là-dedans. Et puis, nos parents, à qui il faut expliquer comment moins manger de viande nous permet là aussi d'être raccord par rapport à cette démarche environnementale, mais aussi cette démarche de coût. Je dirais que la démarche de coût est quelque chose, et donc cette fameuse loi des marchés est aussi très importante pour nous. Donc, on a là aussi essuyé pas mal de plâtre avec le conseil départemental. Hein, juste pour mémoire, pour nous, on est arrivé à un moment, alors que notre prix repas que payent nos parents est à 2,74, on était quasiment arrivé à 2,65 prix plateau coût denrée. Donc là, à l'heure actuelle, on revient vers des coûts qui sont aux alentours de 3,35, de 40 à peu près, coût plateau. Mais effectivement, la réduction, par exemple, de la viande, et notamment cette obligation que vous évoquez au travers de la loi Egalim d'un plat végétarien par semaine, nous aide, bien entendu, dans cette démarche de la maîtrise des coûts. Et puis, l'un des aspects, hein, pour le voir plus loin, c'est bien entendu au travers mais ça vient avec la communication, hein, la bonne construction des menus.
Donc là aussi, hein, nous avons été et nous continuons à être… Monsieur Péméja, je vais vous couper. Accompagné là-dessus par… très intéressant, vous êtes intéressant, oui. vous l'avez dit vous-même, mais… J'ai balayé là, si vous voulez, en fait, l'intégralité des points qui ont été, je crois, vraiment essentiels pour nous, qui sont ceux que je dirais les cinq recettes de la réussite. Les 5 recettes de la réussite. Point final. Merci. Et dans ce que vous avez dit, j'ai relevé beaucoup de choses, effectivement, sur lesquelles on va rebondir. Alors, le surpoids, pour rebondir sur ce que vous avez dit en introduction, Véronique Ledoiré, effectivement, il y a aussi la question du mode de vie. Il y a la question d'alimentation, certes. Alors moi, ce que je voulais dire, effectivement, par rapport à Madame Boudy, ce qui est vraiment très bien dans son collège, c'est qu'on initie les enfants à mieux manger et il y a de l'éducation nutritionnelle. Parce que les enfants, c'est notre avenir, c'est eux qui vont acheter le local, le bio, c'est pour eux aussi qu'on fait ça. Et si eux n'ont pas le goût de manger, ou de manger différemment, ou mieux, ils n'achèteront pas. Moi, j'ai des enfants, pour eux, le poisson, c'est un poisson. Voilà, c'est un poisson carré. C'est carré, c'est pêché carré, oui. Voilà, j'ai même eu une jeune de 17 ans qui ne savait pas ce qu'était un brugnon. Alors là, elle n'a jamais été au supermarché. Et pourtant, on est dans un territoire rural. Hein, donc, en fait, ces enfants, s'ils ne sont pas éduqués, ils n'achèteront pas, ils resteront à l'industriel et rien ne pourra avancer. Donc, moi, je trouve qu'il faudrait plus d'éducation nutritionnelle déjà dans les écoles. Et par exemple, une de mes filles était à Périgueux, à Michel-de-Montaigne. Et là, il y avait déjà du bio. Pas énormément, mais un peu de bio. Et surtout, il y avait un atelier cuisine. Ma fille me dit, oh, super, qui adore cuisiner, je vais à l'atelier cuisine. Et bien aujourd'hui, il n'existe plus. C'est-à-dire que ça n'a pas fonctionné. Les jeunes, ça ne les intéresse pas. Donc, ils n'aiment pas cuisiner. L'éducation nutritionnelle, ils s'en fichent un peu. Ils ne voient pas l'intérêt, en fait, par rapport à leur santé. Pour eux, c'est très, très flou. Ça n'a, dans leur vie de tous les jours, bien manger, ils ne s'en préoccupent pas. Donc, c'est déjà… Non plus. Pardon ? Voter non plus. J'étais assesseur, il n'y a eu personne. Catastrophe. Bon, mais alors, je pense que nos principaux de collège ne manqueront pas de réagir sur ce que vous dites. Oui, les ateliers cuisine, est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont expérimenté ou pas? Je voulais vous poser, mais on va leur donner la parole tout à l'heure, une deuxième question. Monsieur Péméja, il disait, oui, bien manger, oui, mais bien bouger quelque part, en fait. Est-ce que leur mode de vie sédentaire devant nos petites… Mais tous les jeunes sont sédentaires. Les adultes aussi, peut-être, de plus en plus, non? Oui, voilà, c'est ça. Et même dans le nouveau PNNS, il est préconisé de plus bouger et même d'être, comment il est expliqué, parce qu'il y a être sédentaire et être actif. Et en fait, même le fait de rester sur son canapé, c'est pas bon, quoi. Il faut, ne serait-ce que chez nous, vaquer d'une chose à l'autre, rester 8 heures sur le canapé, c'est ne pas être en bonne santé. Même si la personne a fait un jogging d'1 heure et demie avant, il n'est pas, c'est pas cohérent, quoi. Donc, il y a la notion de santé, effectivement, mieux bouger, mieux s'alimenter. Et il y a des choses qui évoluent, effectivement, comme les repas végétariens. Il est demandé, effectivement, dans le PNNS, d'augmenter les légumineuses, de manger moins de viande, moins de charcuterie. Voilà, tout ça, on va vers les choses quand même plus végétariennes. Et même les jeunes, je leur demande qu'est-ce que c'est une légumineuse. Haricots rouges, haricots blancs, ça… Non. Ils sont totalement… l'alimentation, ça ne fait pas partie de leur quotidien. Par contre, si je leur parle PlayStation et le dernier truc à la mode, alors ça, ils savent. Hein, voilà. Donc, il y a un désintérêt pour l'alimentation de leur part. Donc, éducation alimentaire, je pense qu'on va en remettre une couche parce que Mme Boudy, elle en a parlé. Donc, et Jérôme Péméja aussi, effectivement, ça semble être une de vos préoccupations. Est-ce que c'est dans tous les collèges, dans tous les établissements, je ne sais pas. La semaine du goût aussi, il y a quelques années. La semaine du goût au printemps, ça n'existe plus, ça? Moi, je ne l'ai pas entendu de la part de mes enfants. Avant, il y avait la semaine du goût. Donc, pendant une semaine, ils faisaient des plats différents et mes filles aimaient bien. Enfin, j'avoue que c'était… Mais je crois que le Covid a dû un peu perturber tout ça. La chance de Belvès, Montpont ou Nontron, c'est que c'est tous les jours la semaine du goût. Oui, c'est ça. Pour eux, c'est exactement ça. Même s'il y a des ratés, c'est intéressant. Les enfants, ils s'impliquent, ils échangent. Ça, c'est vraiment très bien. Alors, justement, Jean-Marc Mouillac… J'avais Céline. Ah, Céline, oui, Céline.
Par rapport à ce que vous disiez, madame, effectivement, enfin, alors, il y a différentes approches dans les établissements, puis ça dépend aussi des équipes et des personnes qui sont porteurs de ces projets. Mais en fait, à Montpont, on a essayé d'avoir, alors, on n'a pas mis en place d'ateliers cuisine, mais on a essayé d'associer les jeunes, comme je le disais tout à l'heure, sous une autre manière. Ça a été, par exemple, de créer un groupe d'élèves goûteurs-testeurs des nouvelles recettes. Donc là, quand l'équipe de cuisine a commencé à travailler de nouveaux produits d'une manière différente, là, nous avions un groupe l'année dernière voilà, d'élèves volontaires qui ont pu goûter les recettes. C'était un peu la présélection, ils validaient ou pas, pour ensuite on puisse les produire. Je pense qu'il y a d'autres manières, effectivement, de faire en sorte que c'est un peu tous les jours la semaine du goût, c'est-à-dire d'associer les jeunes qui soient force de proposition, par exemple sur des menus à thème. Et ça peut être une fois par quinzaine ou une fois par semaine, et ça marche très, très bien. Et ils ont énormément d'idées et ils sont vraiment dans l'idée de partager des recettes. Et après, ça essaime parce qu'en fait, ils ont goûté des choses et l'idée, c'est de l'organiser parce qu'ensuite, eh bien, on partage les recettes, soit sur le site du collège, soit sur Pronote, notre interface. Donc, je pense que c'est à créer ça. On est vraiment en pleine mutation et dans l'innovation et d'essayer de mettre en place des choses qui n'existaient pas auparavant et de sortir un peu voilà, des ateliers un peu plus classiques. Un autre exemple, en fait, nous avons accueilli une stagiaire qui fait un BTS en diététique. Et elle a proposé une autre entrée. Et là, elle a eu tout de suite des élèves volontaires. C'était l'atelier sur le lien entre alimentation et bien-être de la peau. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour les adolescents, la tranche d'âge des élèves que l'on accueille, le souci de l'apparence, voilà, de la peau, de l'esthétique et du corps. Et ça a super bien marché. Donc, je pense que ce sont de nouveaux types d'ateliers comme ça à créer et ça vraiment, ça trouve vraiment écho auprès des enfants. Voilà. Donc, on est dans l'expérimentation, mais je vous dis, là, je voudrais me tourner maintenant vers John. Non, allez-y. Ah, oui, non, oui, mais oui. moi, par rapport sur les enfants qui ne bougent pas trop, parce que j'ai passé 10 ans dans un lycée professionnel et après, j'ai passé 10 ans dans une école primaire maternelle. Et sur les enfants qui ne bougent pas trop, je veux dire, bien sûr qu'on est dans un monde où on peut voyager à l'autre bout de la planète avec 2 clics, et que donc on les a obligés à s'asseoir plus longtemps sur des chaises, sur des canapés ou à regarder Netflix ou qui que ce soit. Mais quand même, l'alimentation, comment elle est faite et comment notre corps est fait. Je veux dire, comment on peut passer quelque chose, ingurgiter quelque chose qui va soit nous rendre tout ramollo, nous amener c'est pour ça qu'il faut, moi, j'attaque souvent certains industriels parce que dans la plupart des plats où on ne devrait trouver que du sel, on y retrouve des sucres. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On donne à des gamins dès très tôt le matin quelque chose qui va faire monter la glycémie très, très vite et redescendre très, très vite. Donc, quand elle redescend très, très vite, la concentration ne peut plus être là. On ne peut plus être concentré. Donc, quand on arrive en cours et qu'on a consommé quelque chose qui ne va pas nous tenir, qui ne va pas faire qu'on puisse rester éveillé et constant, forcément, qu'est-ce que se fait? On va s'endormir. Et l'accumulation de ça dès le plus jeune âge, où je le vois dans des crèches, beaucoup de crèches, toutes les crèches de Bordeaux sont passées en bio avec des céréales semi-complètes, forcément bio, quand on travaille du complet au semi-complet pour les enveloppes, mais pour les crèches, mais ils sont passés en 100% bio. Je veux dire, on voit quand même une attention différente. On voit les crèches de Bordeaux, les crèches de Bergerac, on les a accompagnées, c'est passé en 100% bio, mais dès le plus jeune âge, nous là, qu'est-ce qu'on fait? C'est super, moi je suis très content d'accompagner les collèges de Belvès, mais la priorité c'est dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, on peut redonner un sens, une éducation. Quand on a fait manger 70 fruits et légumes à un enfant, il a 70 mots de vocabulaire. Quand on lui a montré tous ces légumes, tous ces fruits, dès l'école, dès la maternelle à la primaire, il a ce vocabulaire. Le vocabulaire, c'est de la pertinence. Et c'est aussi, je veux dire, un équilibre gustatif. Quand très tôt, l'enfant, il sait positionner son acidité, son amertume, son umami, très tôt, qu'on les charge en glutamate en permanence avec tous les plats asiatiques, tous les plats où on met du glutamate,
et que forcément, c'est une dépendance à ça. Et donc là-dessus, moi, je les attaque là-dessus parce que forcément, quand j'ai passé du temps avec deux, trois chercheurs, Michel Duru de l'INRA, Anthony Fardet, je veux dire, c'est des gens qui nous ont alarmés dès le début du Covid, qui ont fait des analyses là-dessus et qui ont bien dit attention, nos défenses là-dessus, on ne pourra pas résister. Donc là-dessus, moi je dis attention au sucre caché et remettons des véritables graisses. Et les enfants reproduisent, en fait. Moi, je dis aux parents qui viennent me voir, je dis, mais ne lâchez rien pour les enfants. Ils vont vous voir manger des fruits et légumes. À un moment donné, ils le font. C'est systématique. Et donc, il y a cette notion d'éducation. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Il y avait quelque chose de fort que vous avez dit. Oh mince. Ah oui, et un jour, justement, j'étais dans une boutique bio à Périgueux, et je vois un enfant, on s'est arrêté avec la caissière, un enfant passait en poussette, et les parents et l'enfant, vous savez ce qu'ils mangeaient? Alors les nôtres, ils auraient mangé, pas en chocolat, tout ce que vous voulez, un bâton de céleri. Et on s'est regardé, on s'est dit, c'est surréaliste. C'est-à-dire que les parents avaient habitué des petits à l'enfant, c'était son goûter normal, et puis alors, ils mangeaient ça avec... on s'est regardé avec Cassia et moi, on a vu la poussette passer. Non, mais voilà, c'est pour vous dire que si on inculque à l'enfant de manger des choses plus saines, plus brutes, dès la tendre enfance, mais pour l'enfant, ce sera sa base, ce sera normal. Tandis que nous, effectivement, on leur donne beaucoup de sucre, beaucoup de choses industrielles, parce que c'est la facilité aussi, et puis peut-être parce qu'on n'y pense pas. Enfin, même moi, je n'ai même pas pensé à donner un bâton de céleri à mes filles. Alors, Michael Choury, vos collaborateurs et collaboratrices, voyez non pas dans un cadre scolaire, mais dans un cadre d'achat familial. Comment vous réagissez par rapport à ce que dit Véronique Ledouaré, le profil des consommateurs qui viennent chez vous? Il y a de tout, en fait. Il y a les gens qui sont déjà inculqués, qui ont déjà ce quotidien, je veux dire, de faire très attention, qui font attention à eux, à leur bien-être, à leurs enfants. Ouais. Et il y a des gens, si vous voulez, qui découvrent, en fait, qui prennent conscience, en fait, de la vraie saisonnalité des produits. C'est vrai que bon, après on parle du bio. Alors moi j'ai pas votre expérience, votre recul, chacun a son vécu, mais on s'aperçoit qu'en fait par rapport au bio que nous on met en place à la boutique, le bio, j'ai l'impression que c'est devenu un mot marketing. Oui, c'est ça. Et que derrière, en fait, quand les gens viennent à la boutique, moi j'ai pas d'orange, vous voyez, j'ai pas d'avocat. On respecte vraiment la saisonnalité, les circuits courts. Je fais attention. Là, j'ai réussi à avoir un partenariat pour avoir la banane des Antilles. On me demande de l'ananas, mais l'ananas industriel, bio, entre guillemets, je ne sais pas d'où, qui est vraiment du Costa Rica ou autre. J'en ai local, hein. Non, mais voilà, mais j'en ai pas. Donc en fait, il y a toute une éducation, et le but aussi, ça passe aussi par notre équipe, parce qu'on est là aussi pour conseiller les gens. Et le but aussi de notre boutique, c'est de retrouver un petit peu l'épicerie d'antan. C'est-à-dire qu'en fait, on a un choix qui est énorme dans un centre commercial, mais on perd en humain, en fait. C'est-à-dire que tout va très vite aujourd'hui. Je veux dire, on consomme l'information, on consomme, on bouffe de tout n'importe comment. Et on change beaucoup. Et le but, je veux dire, c'est que chez nous, les gens prennent le temps. Alors, ce n'est pas très grand, hein. Il y a 200 mètres carrés de boutique. On essaie d'avoir les produits essentiels, aussi bien en alimentation qu'en... et même des produits de beauté et autres. Mais les gens prennent le temps aussi de lire le packaging. Alors voilà, ça, c'est bien. Les composants quand même. Moi, je suis très content que vous disiez, et vous êtes tous d'accord là, je pense, dans cette table ronde, à dire on regagne en humain, on crée du lien, etc. C'est plus que ce qu'il y a dans l'assiette, en fait. Il y a ce qu'il y a dans l'assiette et puis il y a tout ce qu'il y a autour. Hein. Vous l'avez tous dit, chacun avec vos mots. Oui, il ne faut pas être fermé, hein, parce que tout ce qu'on retrouve dans notre alimentation, si on n'avait pas traversé les continents, on ne mangerait pas grand-chose en Europe. Donc, je veux dire, pour moi, l'ananas, on peut en voir, mais 2 mois dans l'année, mais pas toute l'année. Et les bananes, pour moi, c'est pareil. Je veux dire, il y a une saisonnalité à tout, comme dans la pêche. Je veux dire, et je pense que nous, aujourd'hui, la pêche, les océans, c'est un peu trop tard, et on devrait se servir des étangs de la Dordogne et de notre rivière, parce qu'on a la chance d'avoir une rivière. Et je pense qu'on pourrait dire, nous, on fait le pari, la Dordogne, de laisser reposer les océans pendant 10 ans, et on va manger du poisson de notre rivière et de nos étangs de Dordogne. On pourrait se lancer ce pari-là si on voulait vivre ensemble, au moins mais sur les produits, il ne faut pas se fermer. Moi, comment faire des plats végétariens, et je déteste forcément qu'on dise des plats végétariens,
pour moi, ce n'est pas faire des plats pour gagner de l'argent. Il faut que ça ait du goût. Donc ça, c'est un travail qu'on y met de cœur enfin, au niveau du collectif, parce qu'on nous a sorti ça, parce que déjà, c'était là où j'en veux un petit peu aux industriels. La loi Egalim, elle n'a pas été sortie par les pieds dans le plat ou par Véronique ou par vous. Et, je veux dire, eux, ils avaient déjà sorti les plats industriels. Parce qu'il faut dedans, il faut vraiment que la légumineuse et la céréale y soient. Mais comment les travailler sans des épices qui arrivent de l'autre bout de la planète? Comment les travailler sans ça? Comment gustativement apporter du goût et apporter quelque chose qui va avoir une appétence pour nos générations futures sans les épices qui sont dans les murs de Cancale je veux dire, comment c'est pas possible. Alors, je rebondis juste par rapport aux poissons. Là, c'est pareil, parce que là, on est en train de distribuer de l'esturgeon. Voilà, alors quand Jean-Marc Mouillac a parlé du poisson voilà, de Dordogne, j'ai aussitôt pensé à l'esturgeon. Voilà, parce que nous, de Vic et ailleurs, en fait. Voilà, on en revend, et c'est vrai que c'est un poisson qu'on connaît très peu au niveau. Alors, c'est vrai que c'est un poisson, la qualité qu'il y a, et c'est pour ça que là, on le développe depuis la semaine dernière, parce que depuis l'ouverture du magasin, j'ai le nouveau chef de cantine de Marsac de la commune, qui est venu me rencontrer pour qu'on puisse travailler ensemble. Et je lui ai proposé pour les prochaines semaines l'esturgeon, et je ne savais pas, c'est un poisson qui est donc d'eau douce, de chez nous, et gustativement, je veux dire, qui est top, et qui a pas du tout d'arête. Oui, c'est... Donc voilà, donc on une chair ferme. Voilà, et donc j'ai goûté, on l'a cuisiné et tout, mais j'ai été très très surpris. Pareil, après on découvre qu'il y a des... Et qui n'est pas d'un prix trop élevé à la chair elle-même. Hein. C'est le caviar, bien sûr. Et là, je vous rejoins. Là, j'ai rencontré pareil la pisciculture à Douziac. Une très très bonne truite. Voilà, donc on a du pavé de truite, du filet de truite, et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on peut retrouver plein de trésors chez nous, quoi. Alors moi, j'ai juste une remarque sur le bio. Alors, le bio, pour les gens, souvent, c'est le truc magique. C'est, on va être en super santé, on mange bio, mais en fait, non. Parce que s'ils ne mangent pas équilibré, ils ne sont pas forcément en bonne santé, comme disait M. Péméja. C'est ça, si on mange steak frites, je sais pas, tiramisu et des céréales. Mais bio, ça ne veut pas dire bon. Ça veut dire la vie. Ça ne veut pas dire bon, oui, ça ne veut pas dire bon, et ça ne veut pas dire forcément équilibré. Parce que j'ai une petite... regardez, je vous ai amené un petit quelque chose. Alors voilà, c'est très bien que vous en preniez l'initiative, parce que je voulais vous faire parler là-dessus. Oui, voilà. En attendant, Nathalie Poupard, est-ce qu'il y a des questions qui remontent un peu, beaucoup, passionnément? À la folie. À la folie. Donc, moi, je trouve qu'il y a quelque chose, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, sur tout ce que vous avez dit. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est le fait de redonner du sens à chacun des maillons de la chaîne. Vous avez parlé tout à l'heure des cuisiniers, des producteurs, mais le sens aussi de l'alimentation. Vous êtes en train de parler de l'éducation, le rôle des parents, le rôle de l'école, des établissements, notre rôle à nous aussi d'enseignants. Moi, je suis enseignante en maternelle. Je crois que le sens, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut que chacun, dans les maillons de la chaîne que l'on forme, retrouve ce sens pour une alimentation qui soit de qualité, parce que on va pouvoir... je ne sais pas, avoir accès à des boutiques de producteurs et consommer des choses qui sont en local, dont on connaît l'origine, et voilà. Et puis en même temps, avoir aussi ce sens de le cuisinier qui est en établissement, que ce ne soit pas simplement quelqu'un qui... Je caricature, mais je pense que très longtemps, en tout cas de ce dont je me rappelle, c'était plutôt de l'industriel qu'on consommait de façon assez importante, et qu'ils retrouvent ce sens aussi de leur rôle de cuisinier et de préparer quelque chose de bon dans tous les sens du terme, de bon gustativement, de bon pour la santé de l'enfant. Et voilà, je trouve que ce sens, vraiment, ça fait sens. Mais le sens, c'est important parce que si on sait pourquoi on fait les choses, on va le faire. Si on ne sait pas pourquoi, on ne tient pas longtemps, ça ne se fait pas. Alors voilà, oui. Ne résistez pas à l'envie de nous montrer effectivement cet exemple, savoir lire les étiquettes. Non, mais savoir lire les étiquettes. Bon, il faut être clair, j'ai 2 ados, donc forcément, je dois acheter de la pâte à tartiner, pas la marque la plus connue forcément. Et en fait, le mot bio, en fait, ça fait vraiment sain. Dans l'esprit des gens, on achète bio, on achète sain. Mais en fait, ce n'est pas forcément vrai. Parce que là, j'avais acheté 2. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est 2 pâtes à tartiner de la même marque. OK. Alors, il y en avait... En Lot-et-Garonne. Alors, oui. Alors, j'en avais une. Alors, je ne vous dirai pas la marque, mais il y en a une, c'était pâte à tartiner 40% de noisettes. Pâte à tartiner 40% de noisettes.
Et l'autre, c'était une bio, d'accord, mais de la même marque. Alors, quand on lit les étiquettes, parce que c'est très important, ce qu'il faut comprendre, c'est le premier ingrédient qu'on voit, c'est le plus présent dans le produit, et à la fin, il n'y en a plus beaucoup. Alors, dans la pâte à tartiner noisette, qui était issue du Lot, ouais. Oui, oui, oui. Noisette, premier ingrédient, noisette 40%. C'est magnifique. Alors ça, voilà. Sucre, ben normal, poudre de lait écrémé. Et dans la bio, on commence par le sucre quand même. Noisette seulement 16% comparé à 40%. Et après, huile de coco. Donc, en fait, vous voyez bien que la pâte locale, donc du Lot, est bien plus intéressante du point de vue nutritionnel que le bio. Et donc, le bio, là, en l'occurrence, sur cette pâte à tartiner, n'est pas plus sain. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire qu'en fait, lire les étiquettes, c'est aussi primordial. Et c'est très important, quoi. Oui. Je peux intervenir? Ah oui. Mais justement, quand on voit sur un produit la mention bio. Ah oui. Moi, je regarde quand même. Hein. Oui, non, mais bien sûr, elle induit en erreur, clairement. Oui, c'est ça, exactement. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas, comment dirais-je, un cahier des charges qui fait que ce terme devrait apparaître en respectant justement un cahier des charges, etc. Non, parce que bio, ça veut dire qu'un certain pourcentage des aliments sont bio à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il va être bien… Oui. Moi, je vois le côté nutritionnel. Mais les gens voient que la majorité du produit est de bonne qualité. Moi, mes patientes qui me disent « Ah oui, Madame Le Dory, mais à 4 heures, j'ai mangé des petits gâteaux. Ah, ils sont bio, hein !» Ah, je dis « Ouais, ils sont de bonne qualité. » Mais bon, c'est gras et sucre, quoi. Alors, ils se décomposent. Bah oui, dommage. Donc, le message très important, c'est savoir lire les étiquettes, exactement, quel que soit l'aliment, et que la liste soit courte. Il faut que la liste soit courte, parce qu'il n'y a pas 50 additifs conservateurs, etc. Et 3, c'est le produit qui est en plus grande quantité qui apparaît en premier. Voilà, donc, dans votre exemple, j'ai d'un côté noisette puis sucre, et dans l'autre, j'ai sucre puis noisette. Donc, pas pareil, effectivement, c'est pas pareil d'un point de vue nutritionnel. Voilà. Mais pour moi, c'est des très bonnes informations pour les particuliers. Voilà. Mais les enfants, le midi, ils ne choisissent pas. Ils mangent à la cantine. Donc, ils n'ont pas le choix. Eux. Donc, pour moi, la seule loi qu'on doit s'imposer et qu'on essaye d'imposer au département, au conseil départemental, et nous, au niveau de Nourrir l'Avenir, c'est que nous, on parle de fait maison. Parce que quand on fait du fait maison, on ne travaille que des produits bruts. Donc, au collège, à la cité scolaire de Nontron, on s'est mis à travailler sur des recettes de pâte à tartiner, mais tous ces produits-là qui sont devenus quelque part une petite drogue pour nos ados, je veux dire, il nous faut du temps. C'est un vrai travail de recherche pour arriver à obtenir l'onctuosité qu'il y a dans les pâtes à tartiner. Je veux dire, derrière, je mets au défi de quelqu'un au Masterchef comme à la télé de le faire en 2 heures ou en 1h30. C'est un vrai travail de recherche. Oui, alors M. Pémeja, tout à l'heure, il disait ce qui compte, enfin, un des éléments qui compte, c'est les bonnes pratiques de cuisine. Donc, votre job, vous, Jean-Marc Rouillac, c'est effectivement faire en sorte, avec tous les chefs et les équipes de cuisine des différents collèges, d'arriver à ces bonnes pratiques. Et donc, ce n'est pas simple de faire une bonne… à la maison, au collège, par soi-même, une bonne pâte à tartiner, quoi, ou n'importe… Non, c'est vraiment pas simple. C'est pas simple. Non, c'est vraiment pas simple. Donc, il y a quand même du savoir-faire à réacquérir. C'est un partage de connaissances et je veux dire, tant qu'on ne donnera pas un vrai temps de formation dans toute la restauration collective, un vrai temps de formation, parce que ça fait 30 ans qu'on nous envoie tuer des bactéries qu'on ne voit pas. Par contre, tous les produits chimiques et tous les produits qu'on nous met dans l'alimentation, ça, c'est écrit en plus. C'est écrit sur les étiquettes, on le sait, on les mange. Et ça, je veux dire, la société a fermé les yeux pendant des années là-dessus. Je pense qu'il y a eu des procès sur l'amiante. Les prochains procès seront sur l'alimentation, c'est sûr, aujourd'hui. Je veux dire, ça, à un moment donné, on ne pourra plus se cacher là-dessus. Je veux dire, il y a trop de maladies chroniques qui sortent que forcément, un jour, ça va sortir. Mais là-dessus, le temps, on a obligé les cuisiniers et les équipes de cuisine à aller se former à HACCP pour tuer des bactéries, alors que moi, ça fait 30 ans que je suis en restauration collective. Je veux dire, je n'ai jamais empoisonné un enfant, je n'ai jamais rendu malade, mais les anciens qui m'ont formé, qui ont maintenant 70 ans, me disent la même chose. Je veux dire, on a eu tout le temps un respect sur la maîtrise
du froid, du chaud, on sait très bien, et nos anciens le faisaient. Je veux dire, on n'a pas entendu que la NASA arrive avec HACCP pour nous expliquer comment on ne veut pas rendre malade nos enfants ou notre famille, donc quand on fait à manger pour des grandes quantités. Merci à vous tous, je dois vous quitter. Hélas, merci beaucoup et à très bientôt. Merci, Monsieur Péméja, de votre participation. Au plaisir de vous retrouver. Voilà. Madame Boudy, vous êtes seule maintenant pour représenter les collèges. Qu'est-ce que, dans ce que vous nous disiez tout à l'heure, et Monsieur Péméja l'avait dit aussi, la démarche, elle est globale. Je pense que tout le monde est d'accord. Elle est globale. Il y a ce qu'il y a dans l'assiette, il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a effectivement, comme il a été souligné, un développement durable qui prend en compte l'environnement, le social aussi, puisque vous l'avez notamment souligné, Jean-Marc. Et puis, il y a la question des déchets aussi. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure. Donnez-nous, vous avez des chiffres sur les déchets, la gestion des déchets depuis quelques années dans votre collège. Alors, effectivement, avec la démarche initiée là, au Collège de Montpont, on a vraiment essayé de travailler pour lutter contre les déchets. Et donc, on a réussi à réduire vraiment de manière très importante nos déchets. On est en dessous de 90 kilos par jour. J'ai changé encore ce matin avec, sur un volume de 1000 repas confectionnés. J'ai changé avec mes collègues au niveau du service gestion. Et c'est vrai que sur certains mêmes repas que l'on fait, on est en dessous de 30 kilos de déchets. Donc, ça veut dire que c'est un travail du produit de A à Z, où beaucoup de… c'est un vrai savoir-faire que l'on évoquait tout à l'heure, mais c'est une autre manière de travailler les produits dans son intégralité, le produit dans son intégralité. Je pense par exemple à la période hivernale où on récupère beaucoup de choses, notamment pour faire les soupes, enfin pour faire des jus, pour faire… Et c'est aussi d'accompagner les élèves dans la gestion de la dépose du plateau, parce que pour parler concrètement, donc d'apprendre le tri en ayant revu le service de la dépose avec des affichages. Alors, c'est encore un point d'amélioration pour nous, pour être honnête, parce qu'on a encore des progrès à faire, notamment dans la façon dont les élèves vont trier leurs déchets à la dépose, en fait. Donc ça, c'est un vrai point d'amélioration, mais on y travaille parce que, et justement, les propositions viennent en grande partie des élèves. On a au Collège de Montpont des composteurs. Et là, l'idée des élèves, justement, c'est pour sensibiliser les nouveaux élèves qui vont arriver. Là, leur proposition sur ces derniers temps était d'inclure dans la visite du collège l'endroit où on a des composteurs. En fait, c'est vrai que nous, en tant qu'adultes, on n'y avait pas pensé. Et c'est venu des élèves récemment de dire, les 5e, quand on va accueillir les 6e, il faut absolument qu'on leur montre là où ça se passe et comment on récupère les déchets que l'on produit et qu'est-ce qu'on en fait après. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et puis aussi, on parlait tout à l'heure de l'éducation, mais j'y reviens parce que c'est de dire aussi, avec l'exemple du brugnon qui a été donné, de créer des lieux dans l'établissement où ils vont pouvoir voir des plantes aromatiques, par exemple. Ils vont pouvoir voir des arbres fruitiers. C'est aussi de penser les espaces scolaires et de faire en sorte que, oui, ces choses-là, on les côtoie, ça fait partie de nos vies et on les voit, en fait. Voilà. Donc, il y a eu un vrai travail de fait avec toute l'équipe au niveau de la gestion des déchets. Et on doit encore continuer parce qu'on n'est pas bon partout, mais c'est une vraie question et on essaie au maximum d'associer d'une part les élèves, mais aussi les enseignants. Parce que mon collègue tout à l'heure de Belvès parlait du développement durable, de la labellisation des établissements. Donc ça, c'est une démarche qui est aussi vraiment proactive, portée en avant par les inspections d'académie, le rectorat de Bordeaux, vraiment d'inciter les établissements à être dans une démarche de développement durable, de qualité environnementale. Ça passe par exemple par la gestion du tri, des projets pédagogiques, aller visiter des sites d'enfouissement des déchets, des centres de tri, participer à des concours comme il en existe avec par exemple le SMD3 Trilantin. Donc c'est encore une question d'éducation.
Et aussi d'échanger et de partager avec les élèves sur aussi les pratiques qu'ils ont à la maison. Parce que l'idée, c'est justement de transposer tout cela, les bonnes pratiques, de partager les bonnes pratiques et de voir aussi comment ils intègrent ces gestes-là après dans leur quotidien, en dehors du collège, en fait, bien évidemment. Alors, vous parlez de composteur. J'ai une question, enfin 2 questions à vous poser sur le composteur. Après, qu'est-ce que vous en faites de votre compost? Est-ce que vous avez un jardin où vous travaillez avec les collégiens? On a alors on les remet au niveau des plantes et des arbres en fait. Alors on a un jardin qui était autrefois un jardin médiéval entre 2 bâtiments. Il était un peu tombé à l'abandon et là on a le projet avec la classe Ulysse et les enfants qui sont dans l'UPE2A, donc ce sont les primos arrivants qui maîtrisent pas bien le français. On a un projet pour l'an prochain de remettre en activité ce jardin. Alors là c'est vraiment un projet interdisciplinaire pour justement utiliser le résultat du compost, notamment par ce jardin, et aussi en partenariat avec d'autres sites, je pense à la ferme du Parcours, pas loin du collège de Montpont, pour justement travailler sur les graines, sur la plante en fait, depuis la graine jusqu'à ses fruits, et aussi, alors l'idée encore en plus, c'est de travailler justement avec les productions qui seraient faites, faire le lien avec la cantine et l'assiette en fait, et les recettes. Donc, ça aussi, c'est en cours. Donc, il y a beaucoup de projets. Mais c'est aussi vraiment d'expliquer. On a passé aussi des séances au niveau de nos jeunes éco-délégués et membres du CVC à expliquer qu'est-ce qui en était fait du compost, en fait, avec les agents du collège. Donc, et puis aussi, je dirais, c'est une démarche globale parce qu'on a revégétalisé, par exemple, notre cours. C'est aussi d'associer les élèves pour repenser les espaces et en ayant plus d'arbres, enfin plus de verdure. Donc, c'est un petit exemple, mais pour moi, voilà, ça montre que vraiment, ça participe d'une démarche globale, en fait, au niveau de l'établissement. Et dans les chiffres, Céline a donné une réponse quand même. La moyenne nationale sur un plateau, c'est plus de 200 grammes par plateau de gaspillage alimentaire. Donc, sur mon pont, on est à 50 grammes, et voire en dessous, parce que dedans, j'ai calculé que les collégiens. Je n'ai pas compté le portage. Mais on est à peu près à 50 grammes, voire en dessous. Donc, la première réponse, c'est que manger du fait maison et qui soit bio, c'est pas gaspiller plus. Parce que ça, on n'arrête pas de l'entendre dire par les biosceptiques. Et nationalement, on voit bien que les déchets, alors quand on est sur des usines à gaz, comme il y a dans toutes les grandes villes, les grosses cuisines centrales en liaison froide qui ne peuvent plus cuisiner, forcément, on ne peut pas reconstruire un paysage agricole autour des grandes villes tant qu'on aura des usines à malbouffe, parce que dedans, c'est tellement grand qu'on ne peut pas arriver à cuisiner. Je veux dire, on parlait d'Olivier Rollinger, qui est devenu notre parrain. On échange beaucoup, on partage beaucoup. Pendant plus de 10 ans, il a accompagné un grand groupe que je nommerai pas, qui cote en bourse. Il les a accompagnés pour essayer de les aider, les rendre meilleurs. Il n'y est pas arrivé une seule seconde. Et il en est parti. Et si un jour, quelques années après, il a rejoint des zigotos comme nous, le collectif Pieds dans le plat et tout ça, il s'est rendu compte que, et ce qu'il a dit dans son discours à Nontron, c'est que ça faisait longtemps, mais on n'avait pas la parole. Et heureusement que des grands chefs comme nous arrivent à porter cette parole nationalement. Et je remercie aussi la politique du département qui l'a portée nationalement. C'est parce que c'est primordial. Parce que plus ça va, plus on construit des usines. Et on ne peut pas cuisiner dans une usine. Non. Moi, je voulais poser la question peut-être à Madame Bouty, mais vous avez donné une partie de la réponse en fait. Comment réagissent les enfants en fait par rapport à cette introduction des aliments bio, locaux, au fait que vous cuisiniez davantage? Comment est-ce qu'ils ont réagi? Vous avez expliqué que vous les associez beaucoup à chacun des moments de la chaîne en fait. Mais globalement, qu'est-ce que vous constatez de leur pratique alimentaire, de la manière dont ils mangent à la cantine et quel retour ils vous font? Alors, ils font peu de retours négatifs en fait parce qu'ils ont vraiment une grande liberté de parole, donc on sait quand ça va. On ne sait pas souvent quand ça va, mais on sait quand ça ne va pas. Donc,
ils nous disent très rarement que c'était pas bon, qu'ils n'étaient pas satisfaits. Je pense que ce qui joue beaucoup aussi, c'est le lien qui s'est établi avec nos agents, en fait, parce qu'ils sont vraiment dans l'accompagnement. Quand le jeune, il passe à la cantine, en fait, les collègues montrent le produit, en fait, il y a le nom du produit, le produit brut, en fait. Enfin, c'est toute une démarche, hein. Et donc, ils voient quel était le produit initial, le résultat. Je trouve que, enfin, ils peuvent choisir en fait en fonction de leur petite faim, de leur grande faim. On sert différentes assiettes avec différentes quantités. Donc ça, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais je pense que ça participe aussi au fait qu'on limite le gaspillage. Et je dirais, ils sont de plus en plus force de proposition. Après, le recul qu'on a là, on est vraiment c'est depuis 1 an et demi où vraiment les choses se sont accélérées. On a établi un questionnaire de satisfaction, hein, une enquête qualité. Donc là, on est en train de le faire passer, le questionnaire que les élèves ont élaboré eux-mêmes avec en appui notre nutritionniste du conseil départemental. Donc on pourra donner des données plus factuelles et plus chiffrées, plus précises dans les prochaines semaines et notamment pour la rentrée. Ça va nous servir pour le programme de l'an prochain. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on a les retours des anciens élèves et ça, pour moi, ça compte énormément. Quand on a remis le diplôme du brevet là, sur un samedi matin, c'était il y a 15 jours, en fait, ils reviennent, aussi bien les parents que les jeunes nous disent « Oh là là, là, Madame Boudy, je l'ai entendu beaucoup de fois il y a 15 jours, là, c'est un hôtel 5 étoiles à Montpont. Hein, ils ne se rendent pas compte, les jeunes, mais maintenant, ils s'en rendent compte parce que là où ils mangent, dans les lycées, tout ça, ils disent que c'est beaucoup moins bon que ce qu'ils mangeaient au collège et ils n'arrêtent pas de nous le dire. Donc, je trouve que ça, voilà, ça nous fait du bien aussi, puis ça valorise aussi le travail des agents, ce retour-là des anciens, parce que c'est aussi une reconnaissance de la qualité et finalement, même si les goûts, les saveurs, il y a eu des fois des moments où ça leur plaisait pas trop, ils savent a posteriori reconnaître que oui, finalement, ils mangeaient bien, il y avait des saveurs et que surtout, c'était équilibré et c'était varié. Voilà. Donc, je dirais que le retour est positif. Enfin, il n'y a pas eu… Moi, quand je suis arrivée il y a 2 ans dans l'établissement, je me suis dit, est-ce que ça va être une levée de bouclier ou des choses comme ça? Parce que je ne connaissais pas du tout. Hein. Pour moi, c'était nouveau aussi d'intégrer cette démarche-là. Et finalement, il n'y a pas eu de levée de bouclier, ni de vraiment sceptiques ou de personnes qui dénoncent le bio. Et quand il y a eu des remarques ou des retours qui n'étaient pas satisfaisants, on a reçu les parents, on a fait le lien avec l'équipe. C'est vraiment, ça se co-construit en fait. On essaie d'associer tout le monde. Et je pense que ce qui fait que voilà, ça évolue bien. Donc, effectivement, vous parlez tous, et vous en particulier, de liens. Effectivement, je crois que c'est très important. J'ai une question par rapport à vos approvisionnements, mais c'est une question aussi pour Michael Choury. Est-ce que dans la salle de restauration, vous avez des éléments qui indiquent d'où viennent les aliments, la photo du producteur peut-être c'est à vous, Madame Boudy, et à vous, Monsieur Choury, que je pose la question. Alors, Madame Boudy. Alors, on n'a pas forcément la photo de la personne, mais on a le nom effectivement et les élèves savent d'où viennent les aliments. Je pense par exemple quand on avait travaillé la bête entière, enfin des moutons de Ribérac, en fait, les collègues avaient montré aux élèves, avaient expliqué que c'était des bêtes pas loin d'ici donc c'est plus communiqué avec le nom des personnes. Il n'y a pas forcément les images, mais il y a les noms qui apparaissent et l'origine en fait. Voilà. Et ça, c'est aussi un travail. Vous organisez des visites chez des producteurs qui sont autour du collège, par exemple? Pas encore. On n'a pas encore fait ça. Mais c'est vrai qu'on a déjà travaillé avec la plateforme AgriBio locale, avec des personnes qui venaient. Alors ça, c'était avant que j'arrive dans l'établissement, mais des personnes qui avaient fait le lien avec les élèves, en fait, effectivement, qui avaient animé des séances. Alors, la plateforme AgriLocale, peut-être que… Non, Céline voulait dire AgriBio Périgord. AgriBio Périgord, pardon. Qui intervient auprès de la restauration collective. Voilà. Mais je voulais juste rebondir sur quelque chose qui est sociétal et au niveau de point de vue santé, c'est un vrai lien pour nos générations futures sur le bien-être animal. Moi, je suis du Périgord noir et j'ai été habitué à manger toutes sortes de viandes. Quand il a fallu passer au plat végé, sans qu'on me demande mon avis, j'ai fait des plats végés, mais pour après qu'il y ait une juste rémunération à nos producteurs. Sur
l'intégralité d'un animal, pour moi, c'est quelque chose pour vivre ensemble. Parce qu'on ne peut pas tuer un animal et manger que certaines parties. Si on est au pays des droits de l'homme, on doit tuer un animal pour le manger dans son intégralité. Et ça, nos générations, moi je suis de la génération où je tenais le poulet avec ma mamie pour aller même manger une sanguette, ou manger le poulet dans son intégralité. Nos générations n'ont rien plus vu, pour eux, ils vont à KFC et ils ont un poulet comme ça. Derrière ça, je ne parle pas de leur qualité à KFC. Je parle de la rémunération qu'il y a du poulet qui a été acheté. C'est 21 000 poulets dans un bâtiment où derrière, on va le payer 21 centimes. Et ça, ce n'est pas acceptable en Dordogne, mais ce n'est pas acceptable sur toute la France. Enfin, KFC, j'interviens, Jean-Marc, le poulet, il vient certainement du Brésil. Hein. Oui. Il vient non, mais beaucoup de producteurs. D'un bâtiment de Dordogne. J'ai eu la malchance et le malheur de souvent croiser des gens à qui on a fait croire, en posant des bâtiments, de l'alimentation et les poulets et les garder quelques semaines, qu'ils allaient vivre de ça. Vous avez vu le film de Guillaume Canet, ainsi de suite. Je veux dire, derrière tout ça, quand on fait travailler nos producteurs, ou derrière, il y a des labels, comme le label rouge, le label du Périgord, derrière, il y a une juste rémunération de nos producteurs. Et on peut consommer cet animal dans son intégralité, et c'est redonner ce sens aussi, cette éducation à nos enfants, parce que non seulement derrière, c'est agavé de produits, moins le prix est gros, plus ils sont traités. Des poulets de 40 jours, ce n'est pas mangeable. Un poulet, je veux dire, derrière, c'est la santé de l'animal. Si on ne le respecte pas, on ne respecte pas la nôtre et nous, on sera malade et on coûtera très cher à la société. Qu'a coûté cette pandémie en disant les zoonoses? Qu'est-ce que ça a coûté à la société? Donc, pour moi, le bien-être animal, il doit commencer là. Si on tue un animal en restauration collective, on doit le manger dans son intégralité. Alors, je me tourne vers Michael Choury. Donc, par rapport à la question que j'ai posée à Céline Boudy, nous, on a fait une veille, en fait. Vous mettez en avant… oui, en fait, si vous voulez, dans la boutique, on a une trentaine de portraits de nos producteurs, parce que le but, c'est que derrière le produit, en fait, il y a une histoire, il y a quelqu'un, il y a une personne, il y a une vie, il y a une famille. Et l'idée, c'est d'identifier le produit et le producteur. C'est-à-dire que nous, voilà, on est des intermédiaires. C'est-à-dire que moi, le but, c'est de prendre le produit du producteur et de le donner, voilà, au consommateur. On sert juste d'intermédiaire, on sert juste de plateforme. Et quand vous rentrez dans la boutique, vous avez une trentaine de portraits. On allait les voir chez eux. On a vu, le but, c'était de voir voilà, comment ils fonctionnaient, comment ils travaillaient. J'ai dégusté. Ce n'est pas parce que c'est local que c'est bon. Je veux dire, il y a de tout. Hein. Je veux dire, vous avez du jambon blanc. Alors, je prends l'exemple juste du jambon blanc parce qu'on a un producteur de cochon qui travaille très, très bien, qui a une très bonne viande qui est excellente. Mais un producteur de cochon n'est pas charcutier. Donc, après, j'ai le producteur de cochon qui essaie aussi d'innover parce qu'ils essaient aussi c'est là où je rebondis et vous avez tout à fait raison. Parce qu'ils essaient, comment dire, d'avoir le moins de pertes possible. C'est-à-dire que quand ils essaient de vendre, on va leur commander, je ne sais pas, moi, 50 blancs de poulet. On va prendre la cuisse et la contre-cuisse, mais le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Et heureusement qu'après, il y a nos institutionnels qui les conseillent. Ils disent, mais voilà, je reprends après l'histoire du poulet parce que c'est marrant. Mais j'ai rencontré un producteur l'autre jour, un futur producteur de poulet. Et quand il est venu visiter la boutique, je dis, voilà, il y a des confrères à toi qui font de la rillette de poulet rôti. On en a. Et donc, voilà, ça donne des idées. Le but, c'est qu'il n'y a pas de sous-produit. Le but, je reviens, c'est qu'il faut travailler l'intégralité pour éviter aussi le gaspillage. Mais il y a toute une éducation à la fois, bien sûr, de nos enfants, mais aussi les producteurs. Il faut les accompagner parce que, vous voyez, beaucoup vont se lancer dans des gros investissements. Là, c'est la personne que j'ai rencontrée. Il va investir énormément dans de l'élevage de poulets bio. Il va être prêt au mois d'avril. Mais je vois qu'il faut quand même aussi que nos élus les aident encore plus dans la transformation et surtout dans la commercialisation. Et parce qu'ils vont produire. Ils sont partis sur un prévisionnel avec des quantités mais énormes. Mais derrière, si c'est pour produire et pas avoir je veux dire, le consommateur en face, là aussi, il va y avoir du gaspillage. Voilà, et Jean-Marc a utilisé le terme de juste rémunération. Alors moi, j'aimerais savoir dans votre boutique comment ça marche. Je ne négocie rien, j'ai rien négocié. Qui c'est qui fait les prix? C'est les producteurs? C'est les producteurs. Et si vous voulez, quand je commence dans ma démarche, moi, le but, si vous voulez, c'est comment je peux négocier sans ayant, je veux dire, le recul et l'expérience et l'argument du volume de ce que je vais leur vendre, en fait. Il n'y en a pas. Donc, en fait, leur prix, en fait, si le producteur a confiance en nous, en notre raisonnement, à notre concept, il va être, je veux dire, il va être juste d'entrée.
Parce que derrière, c'est le consommateur qui achète. Moi, bien sûr, je prends 20-30% de marge, ce qui est logique par rapport au lieu, à la location du bâtiment, au personnel, à la masse salariale et autres. Mais je prends que 25 à 30% de marge. Je ne suis pas prêt à prendre 40 ou 50. Si moi, je ne vends pas, lui non plus va pas vendre. Donc, en fait, là-dessus, on est parti sur vraiment, c'est un travail d'équipe. Moi, je sers juste d'intermédiaire, de plateforme, je les aide dans la distribution. Ils produisent, ils ont différentes sources de distribution. Je suis un maillon de cette source de distribution. Oui, Sabine. Oui, lorsqu'ils viennent vous proposer leurs produits, pour diversifier. Bien sûr, parce qu'ils ont besoin d'être distribués. Voilà. Et là où je fais attention aussi, c'est que c'est comme dans mon autre métier d'événementiel, c'est que j'essaie de trouver le juste équilibre. J'essaie d'avoir 2-3 producteurs de cochons. Je ne vais pas en avoir 10 qui ne vont pas travailler, vous voyez. Donc, je fonctionne à la fois en achat-vente. Je fonctionne aussi pour certains, et puis moi aussi, parce que je n'ai pas aussi la trésorerie qui est énorme pour tout acheter. Donc, je fonctionne aussi en dépôt-vente, parce qu'on fait des essais aussi. Mais le but, c'est surtout de trouver le bon équilibre. On a un volume, on a une petite structure, mais je ne joue pas la concurrence entre les producteurs. Je vais avoir 2 producteurs bio qui vont être là réguliers, parce qu'on a un volume qui est pour que 2 producteurs bio. Je préfère en avoir 2 qui me suivent et où on est fidèle. Et après, je vois, on travaille, je dis, tiens, la semaine prochaine, dans 15 jours, est-ce que tu penses que les premiers melons vont être prêts et tout? Donc, c'est vraiment du personnalisé. Je dis n'importe quoi, je produis du pâté. Hein. Je peux le vendre sur le marché. Je vais vendre la boîte de pâté, 5 € la boîte. Je vais la vendre chez vous, elle va coûter un peu plus cher. Non. 7 €. Non, je ne pourrais pas, parce que le but, c'est que le consommateur trouve le même prix s'il vient chez moi le marché chez vous. Sinon je ne m'en sors pas. Et puis, il ne faut pas que ça soit un piège pour le consommateur. Donc ça, on fait très attention à ça. Je prends juste un exemple pour ne pas les citer, mais le moulin de la Vessière, par exemple, je suis au même prix à la boutique que quand vous allez directement au moulin de la Vessière. Le but, c'est d'avoir un prix de l'huile de noix. Mais voilà, c'est pour ne pas faire. Mais non, mais voilà, c'est de l'intelligence. Je veux dire, ça me. Alors, je pense que cette démarche, elle n'est pas forcément bien comprise aussi par les consommateurs, parce que pour avoir échangé dans le cadre de la préparation de cette table ronde, eh bien, j'ai entendu plusieurs fois dire « Ah oui, mais quand on va dans une boutique de producteurs, c'est plus cher. » Ouais. Mais c'est pour ça que l'autre jour, je me suis pas énervé, mais j'entends c'est trop cher. Et le problème qu'il y a, c'est que quand ils en parlent après l'effet boule de neige, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, c'est trop cher. Et quand j'ai posé la question, moi, on a eu une dame 15 jours après l'ouverture qui me dit « Oh là là, chez vous, c'est trop cher. » Et quand j'ai posé la question « Qu'est-ce que vous avez trop cher? Qu'est-ce que vous avez trouvé de cher ?» Et en fait, elle a pris un exemple. Alors vraiment, elle me parle du pâté de bison. Parce que bien sûr, on a des gens qui font du bison en Dordogne. Oui, dans le nord du département, oui. C'est sûr qu'un pâté de bison, ce n'est pas du ENAF à 1,80 €. Non, mais voilà. Donc, mais le problème qu'il y a, c'est que derrière, elle va répéter ça à un repas de famille. Ça fait mal, hein. Et les gens, après, moi, on essaie de. Voilà, on y met nos tripes. On est chef d'entreprise, on y met nos tripes parce qu'on croit vraiment au projet. Et j'aurais pu être chez moi tranquille à attendre les aides et à dire bah, tiens, voilà, on attend les vêtementiels repartent. Et puis voilà. Non, je veux dire, voilà, j'y mets mes tripes. Mais le problème, c'est l'humain. C'est comme les critiques sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est toujours ça. Vraiment, la société est comme ça, malheureusement. Mais à nous, à faire la différence, à nous d'être courtois, mesurés, et puis d'être qualitatif, de faire de la qualité. Et puis ça. Et tôt ou tard, ça plaira. Dans l'alimentation, les choix et les comparaisons que l'être humain arrive à faire. Je veux dire, regardez dans les supermarchés, les grands supermarchés, les centres commerciaux, la longueur que font, en l'espace de 30 ans, la longueur que font les yaourts. Ah oui. Le choix qu'il y a. Donc, la comparaison par rapport, moi, je ne regarde même plus, parce que bon, j'y vais plus, mais je ne regarde même plus quand j'achète un yaourt à un producteur. Moi, derrière, ce qui m'intéresse, et je regarde, pour ma part, je ne mange pas tous les jours bio. Je vais chez des producteurs conventionnels que je connais, que j'aime bien. Mais par contre, je réserve la bio à tous les enfants. Pour moi, c'est primordial. Mais c'est juste mon acte citoyen. Mais regardez les rayons, la grandeur des rayons, le choix qu'il y a. Mais qu'est-ce qu'on va comparer? Vous imaginez que quand ces gens-là commandent dans les GMS, là, ils commandent, mais et on va comparer le prix avec un producteur et la transpiration qu'il aura mis, le travail qu'il aura fait. Je veux dire, ce n'est pas comparable. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Nathalie Poupard, donc est-ce que je regarde l'heure parce que je suis chargé aussi, il est 7h moins 5, donc on va rendre l'antenne vers 7h. Donc
Est-ce que vous avez une ou deux questions qui seraient remontées auxquelles on n'aurait pas répondu, en fait, et qu'on n'aurait pas exploré? Je crois qu'on a parlé de beaucoup de choses. Après, il y a peut-être on a parlé beaucoup des enfants. Oui. Est-ce que sur le département, il y a des démarches qui sont engagées de ce type-là pour la restauration collective des adultes, par exemple? Ou bien, je pense par exemple à la restauration de nos aînés dans les établissements EHPAD et autres du département. Donc voilà, il y a pas mal de restaurants administratifs. Il y a aussi voilà, la question à la fois des actifs et des aînés. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé par le département? Moi, je souhaite vivement. Moi, j'aimerais ça. Il y a des IME, il y a plein d'endroits où beaucoup d'enfants dans des structures ont un handicap et en plus, on les nourrit mal. Donc, j'aimerais bien qu'on y intervienne, mais ce n'est pas la compétence du département. Et dans les EHPAD, la grosse problématique, c'est les marchés publics, parce que dedans, c'est cadenassé et on n'a pas forcément la main là-dessus. Donc, à construire, c'est hyper compliqué. Mais juste l'exemple, j'y ai passé dans 3 semaines où j'ai réussi à rentrer un petit peu. Qu'est-ce que je vois? Tout est mixé. Il n'y a plus aucun fibre. Donc, on fait monter très, très haut la glycémie. Et après, il y a le pilulier pour faire. Donc, derrière, les industriels, c'est pareil. Ils ont très bien compris le manège. Entre les labos et eux, ils font monter très, très haut les glycémies de nos anciens. Et après, ils ont encore tout le temps le pilulier pour faire redescendre cette glycémie. Mais alors, la texture, c'est par rapport aussi… ouais, non, mais tous, non. Non, mais tous, non. On peut faire de l'écrasé. Oui, on peut faire du mixé avec du fibre. On peut quand même… Là, se cacher derrière ça, je veux dire, c'est pas acceptable. Tout est mixé. Ah oui, alors si c'est tout, là, c'est pas, je veux dire, c'est pas cohérent. Bon, alors il y a… Les EHPAD sont… je suis désolée. Les EHPAD sont pourtant, un certain nombre sont gérés par le département. Dordogne, on a cette chance. Il y a des grands groupes financiers, il y a certains, c'est des grands groupes financiers. Mais après, ce sont des appels… Non, on a des compétences, il y a des subventions qui sont données, mais on n'a pas le personnel n'est pas conseil départemental. D'accord. Et souvent, alors, dans les restaurations collectives, en dehors des enfants, il y a aussi la question de la gestion déléguée, quoi, en fait, à des prestataires de services aussi. Hein. Donc, effectivement, c'est plus difficile d'intervenir, sans doute. Ah, ben oui, enfin, moi, j'interviens en service public. Service public. Je veux dire, voilà. Alors, il y a une autre question qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'aborder, c'est la question des marchés publics. Vous faites bien d'aborder, parce que pour que vous soyez 100% bio et local, Céline Boudy, il faut que vous passiez… alors, comment vous vous approvisionnez de gré à gré? Vous passez des marchés publics qui sont conditionnels, je ne sais pas comment on les appelle. Sur mon point, c'est un accord cadre, un multi-attributaire. Mais Céline pourra… Oui, en 30 secondes, Céline. Voilà, nous sommes soumis au Code des marchés publics. Donc, en fait, depuis 1 an et demi, nous passons à tous nos marchés publics. En fait, il y a un appel d'offres qui est publié, qui est national. Et donc, on établit vraiment un cahier des charges très, très précis. Donc, ce sont mes collègues au niveau du service gestion qui sont en charge de ce dossier. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, et ce que me renvoient les collègues, c'est que c'est quand même un marché en plein essor et que s'il y a quelques années, il y avait peu de produits 100% bio qui étaient possibles à commander sur de grandes quantités telles que nous, on en a besoin, en fait, ça commence à évoluer. Et aussi, les fournisseurs, en fait, adaptent de plus en plus par rapport à notre demande. Donc, nous, on passe tout ce qu'on achète en marché public 100% bio, parce que le cahier des charges, encore une fois, il est très précis. Il y a, par exemple, un type d'aliment, par exemple, les glaces. Le marché des glaces, en fait, on n'en achète pas parce qu'on ne trouve pas, en fait, en bio, en 100% bio. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, parfois aussi, ça veut dire renoncer à certains produits parce qu'on sait qu'on ne trouvera pas, pour les quantités dont nous avons besoin, le 100% bio et des produits de qualité. Donc, voilà, les choses évoluent et on est beaucoup en échange avec justement les fournisseurs qui tendent à adapter justement l'offre de plus en plus. Mais c'est possible, puisque on le fait. Il est 7 heures, donc on a déjà dépassé notre horaire. J'aimerais quand même que chacun des 4 participants qui nous restent, puisque M. Péméja est parti, en une phrase, en 15 secondes, vous nous disiez le message que vous voulez faire passer. Exercice difficile. Oui. Non, Véronique. en 15 secondes. Pour moi, c'est vraiment que les gens réapprennent à manger équilibré.
bio et local, c'est vraiment mieux, mais que l'équilibre soit là pour que la santé reste bonne. Soit au bout. Soit optimum. D'accord. Ouais. Michael? Moi, j'aurais envie qu'on poursuive le travail déjà mis en place. Je pense qu'il y a une grosse prise de conscience pour tout, je veux dire, pour tous les participants, aussi bien au niveau de l'éducation nationale, au niveau du département, au niveau de l'agriculture. Donc, comparé, je veux dire, à ma génération où j'ai 40 ans, moi, et à l'époque de mes cantines et de mes centres aérés, quand je vois la qualité qui est mise en place aujourd'hui, même dans l'école maternelle de mon petit garçon à Brantôme, je pense que c'est une transmission qui est là et ça fait plaisir. Et je pense que d'ici quelques années, ça sera encore mieux. On a dépassé nos 15 secondes. Jean-Marc, 15 secondes. Moi, c'est que tous ces gens qu'on s'est réunis autour de Nourrir l'avenir, du collectif Les Pieds dans le Plat, et que un maximum de gens nous rejoignent, surtout de l'éducation nationale, de la MGEN, qui viennent voir ce qu'on fait, là où on le partage, partout sur le territoire. Et puis la plus belle nouvelle, c'est l'annonce qui a été faite qu'on allait passer dans le prochain mandat les 38 collèges du département 100% bio. Voilà, comme on allait protéger, être un exemple national pour protéger la santé de nos gamins. Merci Jean-Marc. Et enfin Céline, Goody. Oui, alors donc, pour répondre à la question de la soirée, est-ce que manger bio et local, quelle plus-value et est-ce que c'est une vraie plus-value pour la santé? Moi, je répondrais oui, bien évidemment. Une véritable plus-value qui fait sens, pour reprendre les propos de Madame Poupard, qui fait sens pour nos jeunes et puis pour n'importe quel individu, et c'est surtout au bénéfice du bien-être de l'humain. Donc, c'est positif. Merci Céline Boudy. Alors, il me reste à vous remercier tous les 5, là, participants à la table ronde. Il me reste à remercier toutes les personnes qui ont assisté, qui ont tenu jusqu'à 7 heures, et maintenant c'est l'heure de manger. Et donc, vous avez pu vous passer la parole, il me semble, très librement. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Et moi, je vais terminer avec une citation de notre académicien Éric Orsena, que j'ai entendu dire récemment lors d'une table ronde. Il nous faut rassurer, inventer, éduquer, travailler ensemble pour que chaque repas soit un enchantement. Voilà. Donc, et une autre, la dernière pour la route, la qualité, elle s'apprend, c'est un savoir qui accroît le plaisir. Voilà, le plaisir de manger par rapport à l'alimentation. Merci à tous et à très bientôt. Merci à vous. Un grand merci. Au revoir. Un grand merci à tous.